Bonjour à tous, vous qui êtes avec nous et vous qui êtes à distance. Donc pour ce premier groupe de travail sur l'intelligence artificielle et la géodata, organisé par le CRISPACA dans le cadre du Geodata Lab. On va être avec 80 inscrits pour aujourd'hui. On va être censé être une petite vingtaine. Geodata Lab un petit peu en visio, mais du coup on va être un peu plus nombreux. Du coup on a adapté un petit peu l'organisation le déroulé de la réunion. Donc ça va être plus c'est une réunion d'orientation, voilà, pour voir un petit peu les structures en présence, les forces en présence et voilà, les besoins aussi qui émergent des différentes parties prenantes. Donc il y a des adhérents, des non-adhérents, des entreprises, des acteurs publics, un petit peu d'académiques, je crois. Donc on va voir un petit peu ce que chacun a à dire. Justement, ça va être difficile de donner la parole à tout le monde. On a prévu différents moments. Euh, donc, vous pouvez poser les questions dans l'onglet questions-réponses sur le Teams, ou alors lever la main quand vous voulez prendre la parole. Et puis, Luc qui est avec moi, lui donnera la parole. On est au Geodata Lab en présentiel, donc dans les locaux du CRISPACA. Et le Geodata Lab qui est voilà, un espace d'échange, de discussion, de travail autour de la géodata et l'innovation autour de la géodata. C'est aussi un cadre d'animation porté par le CRISPACA. Et donc, je suis avec Luc Mabir et Christine Arcias, tous les trois du CRISPACA. Donc, Christine, directrice du CRIJ, et Luc, géomaticien. Et moi-même, Valentin Douard, animateur du Geodata Lab. Rapidement, l'ordre du jour, une petite introduction sur voilà, une présentation du CRIJ et du Geodata Lab, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, on vous parlera de notre intention derrière le lancement de ce groupe de travail. Après ça, on va voir un petit peu vos attentes, vos besoins via différents nous sur place. Et puis en visio, je vous partagerai un lien de participation sur un outil collaboratif. Et puis en partant de là, après, on reviendra sur nous, ce qu'on imaginait pour ce groupe de travail, ce qu'on a déjà préparé pour vous, pour vous présenter. Et puis on échangera sur ces contenus. Et puis avant la fin, on verra un petit peu l'organisation pour la suite. Donc en introduction, voilà, présentation du CRIJ et du Geodata Lab. Christine, je te laisse la parole pour présenter le CRIJ. Oui, j'ai regardé donc la liste des participants. Donc j'ai vu que dans cette liste, il y a environ 80 personnes inscrites. Et sur les 80, il y a une quarantaine de personnes qui appartiennent à des structures qui sont adhérentes au CRIJ. Et donc pour les autres, ce sont soit des partenaires, soit des structures avec lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Et donc c'est très bien parce que c'est un nouveau sujet qui voilà, potentiellement va nous permettre d'élargir un peu notre réseau, et surtout va permettre à nos adhérents actuels peut-être d'interagir avec des nouveaux acteurs qui n'étaient pas dans le réseau. Donc le CRIJ en 3 mots, hein, donc c'est un centre de ressources sur l'information géographique ou géolocalisée ou géodata. Voilà, donc en fonction du cadre dans lequel on s'exprime, on utilise un peu tous ces vocables. Dans tous les cas, aujourd'hui, Valentin le reprécisera, ce groupe de travail, c'est intelligence artificielle et géodata, puisqu'ici on est au CRIJ et que voilà, c'est le cœur de notre métier. Et donc c'est bien ce sujet-là sur lequel on a une expertise. Donc le CRIJ, c'est une association qui est assez ancienne, on a plus de 20 ans. Pendant plusieurs années, pendant même 15 ans, un peu plus, on a fonctionné comme un établissement public avec des subventions de l'État, de la région et des départements. Et depuis 2021, on fonctionne vraiment en mode associatif avec les cotisations de nos membres. Donc, on a 3 sources de financement, des cotisations, aujourd'hui, l'essentiel des collectivités, alors une grande partie des collectivités de la région sont adhérentes au CRIJ, donc les métropoles, des communautés de communes. 5 départements sur 6 adhèrent au CRIJ. Donc ça, c'est l'essentiel de nos adhérents. Ensuite, on a des services déconcentrés des établissements publics de l'État qui sont présents avec nous. Et puis après, on a des structures de type syndicat mixte, des consulaires. Voilà, donc on a tout
on a l'essentiel des acteurs de la sphère publique et parapublique qui travaillent autour des géodatas et on a de plus en plus de relations et c'est ce qu'on recherche avec des entreprises et évidemment on est aussi en relation avec les acteurs du secteur de la recherche et de l'enseignement. Donc socle de nos financements, des cotisations, ensuite des projets, comme toutes les structures comme nous, on fonctionne en mode projet et le CRIJ fonctionne aussi un peu en mode prestation, donc c'est pas spécialement ce qu'on recherche, mais il nous arrive sur certains axes, parce qu'on a les compétences, de répondre à des appels d'offres et d'intervenir sous la forme de prestations, mais ce n'est pas du tout ce qu'on recherche, très clairement. Mais ça équilibre notre secteur, enfin notre fonctionnement. Les missions principales, c'est une assistance technique. On est des experts de la géodata, ça c'est le principal. La deuxième chose, c'est de l'animation. On anime des réseaux, donc on anime un réseau régional, on anime des réseaux départementaux, des réseaux thématiques, et qui se traduit par tout un tas d'actions et notamment par des événements. Voilà, ça c'est le cœur de notre activité. Et après, on est en capacité de déployer des projets. Alors c'est souvent des projets mutualisés, puisque notre objectif c'est de fédérer autour d'un projet qui intéresse plusieurs acteurs, tous ces acteurs, pour déployer le projet. Donc, on est en capacité d'accompagner le montage de projet. Donc, voilà, globalement. Et comme je vous le disais, notre objectif récemment, c'est de se tourner beaucoup plus vers de l'innovation, parce que les géodatas sont un secteur sur lequel il y a beaucoup d'innovation. Donc, c'est de se tourner un peu plus vers des sujets innovants et puis de se tourner un peu plus aussi vers les entreprises. Et pour répondre à cet objectif, on a mis en place donc depuis quelques années ce qu'on appelle le Geodata Lab que Valentin va vous proposer, qui est un nouveau cadre de fonctionnement pour le CRIJ et qui existe depuis 2-3 ans, mais qui monte en charge uniquement depuis le milieu de l'année dernière, puisque jusqu'à présent, on n'avait pas forcément de moyens affectés au Geodata Lab et que depuis avril dernier, on a recruté Valentin, qui est vraiment maintenant l'animateur du Geodata Lab. Vous allez voir qu'il y a une feuille de route assez importante pour cette instance aujourd'hui. Je termine aussi en disant que je suis aussi vice-présidente de la FIGEO, c'est l'Association française pour l'information géographique, que dans ce cadre-là, j'anime le réseau des CRIJ, que donc je suis très en interaction avec ce qui se passe dans les autres territoires et toutes les régions sont aujourd'hui à peu près équipées d'un centre de ressources en géodata qui ressemble au CRIJ, alors sous différentes formes. Et donc, on travaille aussi en interaction. Et donc, il y a à cette réunion, on a invité des collègues de l'équivalent du CRIJ en Occitanie. Donc, c'est une association qui s'appelle OpenIG. Et donc, je pense qu'on a aussi des représentants du niveau national qui sont présents à cette réunion pour jouer le CRIJ. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est très important. On joue un rôle de courroie de transmission entre le local et le national. Donc, on est vraiment, nous, représentés au niveau national dans les instances qui se préoccupent de géodata. Et donc, on porte la parole de nos adhérents au niveau national et on essaie de faire percoler au niveau local ce qui se passe au niveau national autour des géodatas. Voilà, j'en termine là. Donc, sur le Geodata Lab, donc effectivement, le constat par aussi le besoin de l'écosystème géonumérique, au moins en PACA, qui est d'accéder rapidement à des données pertinentes de qualité standardisées, ou aussi être accompagné dans leur production, pour ensuite pouvoir les intégrer, les valoriser, pour en sortir de l'information géographique et de l'aide à la décision. Donc, en partant de là, une des solutions qui a été trouvée, en tout cas, c'est de effectivement s'orienter aussi vers les entreprises et vers les acteurs académiques, et en fait renforcer les collaborations entre ces différents secteurs pour un petit peu compléter les lacunes qu'il peut y avoir entre les différents secteurs. Donc, notamment, ce qu'on essaye de faire avec les Geodata Labs, c'est de mettre en relation entreprises et acteurs publics pour challenger les offres des entreprises qui proposent des choses innovantes, mais qui ont du mal à les valoriser, à les faire matcher, à les faire correspondre un petit peu à la demande publique. Et en face, effectivement, il y a un besoin d'innovation, d'outils, mais qui sont
pas forcément bien identifié entre toutes les myriades de startups et d'entreprises qui peuvent proposer des choses. Et donc, l'idée, c'est un peu voilà, de challenger ces offres d'un côté comme de l'autre. Donc, une nécessité en tout cas pour faire avancer l'innovation et avancer les outils et les méthodes de mettre en lien les différents secteurs et de les faire travailler ensemble. Donc, notamment au service des transitions. Donc, c'est ça le Geodata Lab. Donc, c'est un tiers-lieu régional, donc en PACA, de l'innovation par la Geodata. En fait, c'est un cadre on propose de partager de l'expertise sur la géodata, vraiment de la chaîne de valeur, de sa conception à sa valorisation. Donc, le but étant de rassembler l'écosystème de la géodata en PACA pour améliorer, donc la finalité, c'est d'améliorer l'action publique, développer aussi le secteur des entreprises du géonumérique, le secteur géonumérique, et puis valoriser tous les travaux de recherche autour des géodata. Donc, sur la même modalité que le CRIJ, donc être à la fois concrètement de l'animation de réseau, donc une plateforme d'échange de coopération entre acteurs. On va accompagner des projets pour créer des prototypes, des POC, et puis des journées d'échange, des journées techniques sur des sujets thématiques. Pour les historiques du CRIJ, on a fonctionné longtemps sous la forme de pôle métier, hein, vous devez vous rappeler. Donc, on travaillait par filière. Aujourd'hui, ce mode d'intervention, il est vraiment... bon, d'abord, il était chronophage. Voilà, aujourd'hui, on a une équipe de 6. On n'a plus la capacité de fonctionner par filière. Et puis, sur les transitions, toutes les filières s'intersectent. Et donc, les sujets qui vont intéresser, il y avait un pôle métier forêt, vont intéresser l'agriculture, l'urbanisme. On s'en sortait plus, en fait, dans ce mode d'organisation. Et en plus, il y avait le passage, le moment entre le moment où on pensait un projet et le moment où on le mettait en œuvre, il se passait mais parfois des années, et ça, c'est pas du tout satisfaisant. Donc, on s'est dit qu'on avait intérêt à revoir la méthode et puis pour accélérer la mise en œuvre des projets, en fait. Donc, on est tous ensemble. Alors, pour ouvrir le champ des partenaires, donc on est plus de partenaires. On va identifier des projets potentiellement mutualisables et derrière, on va essayer d'accélérer leur mise en œuvre, mais surtout sur la méthode startup, c'est-à-dire qu'on va faire une expérimentation, un prototype, et si ça avance, on déploie. Et c'est vrai que ça, c'est quand même plus... aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de mettre 4 ans pour faire aboutir un projet mutualisé, parce que quand le projet est abouti, en fait, on a perdu un peu les objectifs. Voilà, exactement, il est obsolète, et donc c'est plus la... Voilà, donc le Geodata Lab, c'est ce nouveau cadre d'intervention. Voilà pour la présentation. Pas de questions spécialement pour l'instant. Ok. Donc nos intentions pour ce GT. Donc, effectivement, il y a une demande parmi nos membres sur ce sujet. Évidemment, on entend tous parler de l'intelligence artificielle depuis plusieurs années, notamment le lancement de ChatGPT. Et donc, ça prend de l'ampleur, notamment la semaine dernière avec des annonces dans tous les sens, partout dans le monde. Donc, on avait prévu ça déjà, de faire ce GT avant ces annonces-là, avant cet emballement un petit peu. Donc, on avait notamment fait une journée télé-détection et intelligence artificielle en juin dernier, donc qui avait assez bien marché, justement. On s'était dit que c'était un sujet, les retours qui nous ont été faits étaient qu'il fallait continuer à explorer ce sujet. Donc, c'est un petit peu dans ce cadre-là que ça se fait aujourd'hui. Et puis voilà, donc il y a vraiment une demande et un besoin de démêler un petit peu les choses là-dessus. Je rajouterais qu'à la fin du comité technique, on réunit nos adhérents une fois par an. Et donc là, la dernière fois, quand on les a réunis, à la fin de la réunion, on voit un peu quels sont... Donc on l'a fait fin décembre, hein, c'est ça. Et donc on voit pour le programme d'action de l'année suivante. Et le sujet est remonté, donc en nous disant ce que vous pouvez faire pour nous sur l'IA. Donc voilà. Donc là, Valentin, vous avez compris que c'est un sujet très très vaste. Donc déjà, j'ai bordé un peu, nous, c'est IA et géodata, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé la question. Et donc, c'est l'objet d'aujourd'hui d'arriver à cerner un peu le sujet. Donc, on ne va pas annoncer des chiffres, des milliards d'investissement de notre côté, mais on va quand même faire un beau programme. On a un beau programme de prévu. Donc, effectivement, nous, le cadrage qu'on s'est un petit peu mis autour de la géodata, c'est comment intégrer l'IA dans le travail autour des géodata. Donc, il y a notamment 4 entrées.
qui vont être pour nous, donc c'est flexible, hein, c'est selon les discussions, selon les échanges qu'on va avoir. En tout cas, ça va être une entrée process ou méthode, des entrées sur des sujets sur lesquels appliquer ça, les outils qu'on va mettre en place aussi là-dessus, et puis aussi les moyens et ressources qu'on va pouvoir louer sur l'IA. Voilà simplement. Est-ce qu'on, enfin, pour détailler un peu, donc par rapport à nos métiers, hein, aux uns et aux autres, je pense que donc l'IA peut intervenir dans les process qu'on développe aujourd'hui pour créer, valoriser de la géodata. Il y a un certain nombre de thématiques, je pense par exemple à Bernard qui est un acteur de la forêt, sur lesquelles les acteurs se questionnent sur le recours qu'ils pourraient avoir à l'IA. Donc, c'est vrai qu'on a parlé de cette entrée, sachant que nous, par exemple, au CREJ, depuis 2-3 ans, on est assez focalisé sur les questions forestières, sur l'eau. Voilà, on a des entrées en lien avec des projets qui sont sur ces sujets-là, mais bon, il y a 1000 sujets. Là, on en revient à la question proposée autour des pôles métiers. Après, il y a des outils, on les connaît tous. Il y en a qu'on ne connaît pas encore. Il y en a peut-être qui sont à créer. Donc, et puis ensuite, il y a les moyens et les ressources. C'est-à-dire que si on mobilise un outil au service d'une thématique et qu'on développe un process intégrant de l'IA, quels sont les moyens dont on doit disposer? Est-ce qu'avec, dans un service lambda, avec un simple géomaticien, on est en capacité de déployer de l'IA? Ou alors est-ce que l'objectif qu'on vise en croisant un peu toutes ces entrées-là fait qu'on va devoir se faire accompagner par un prestataire extérieur ou passer une commande à une société spécialisée qui va nous développer un résultat à base d'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu border un peu. Alors après, comme l'a dit Valentin, c'est un cadre qui permet de resserrer un peu, parce qu'à un moment donné, il va falloir resserrer l'entonnoir. Mais c'est un peu comme ça voilà, c'est un peu les entrées qu'on imaginait. Et tout ça, ça se croise évidemment. Hein. Ça peut se croiser. Vraiment une matrice de réflexion pour cadrer des cas d'usage et des mises en avant. Donc, avant d'aller plus loin sur ce qu'on avait imaginé pour le centre de ressources, donc voilà, l'idée c'est aussi, et dans la présentation du GT, c'est de créer un véritable centre de ressources, donc avec des ressources, avec des animations. Et bien, c'est le moment de vous exprimer. Donc, pour ça, on est en présentiel. Donc, ceux qui sont avec nous ici, il y a les post-it. Je vais vous inviter à chacun prendre des petits post-it et à répondre aux questions qui sont derrière vous. Et à distance, voilà, vous avez un lien en ligne pour lequel vous connectez pour répondre aux mêmes questions. Donc, une fois que tout le monde aura répondu à ça, on va essayer de donner la parole et de voir. Donc, on ne pourra pas donner la parole à tout le monde, mais justement, le but, c'est de... Hop, mais au moins d'avoir ces premières contributions. Moi, je reviendrai notamment vers certaines personnes, notamment les entreprises. Voilà, c'est le but du Data Lab d'aller vers les entreprises. Donc, je reviendrai spécifiquement vers vous, mais vous pouvez déjà tous et toutes noter vos questions. Donc, j'arrête le partage. Pour ceux qui n'en ont pas. Voilà. Ah oui, c'est vrai. La première, je peux vous la poser. Et les post-it, voilà, il y en a un peu partout. Et, je pense qu'il faut répondre dans l'ordre ou il n'y a pas d'ordre? Non, il n'y a pas d'ordre, c'est comme vous le sentez. Je repartage mon écran. Je ne vais pas prendre la parole à distance. Je ne sais pas, c'est tellement vaste que je ne sais pas. Oui, c'est ça, mais ouais. Mais bon, l'idée, encore une fois, hein, c'est d'essayer, nous, d'avoir... on ne pourra pas partir sur tout, donc de prioriser les outils qu'on met à la disposition et les actions en fonction des attentes. Avec le code. Le code d'accès, c'est IA Geodata. On va prendre 5 minutes pour que tout le monde puisse répondre. Est-ce que, Valentin, peut-être pour orienter, tu peux nous donner par exemple un exemple de réponse sur chaque question? Oui, moi c'est ce que j'avais mis donc sur
C'est un post-it par colonne ou, Oh non, tu Non. mets ce que tu veux. Non, on peut mettre plusieurs. Tu mets tout ce que tu veux. Bah voilà, il y a des Après, on- icônes différentes déjà. Ouais. Enfin, oui, c'est non. Oui, je sais, mais C'est pas une bonne réponse. non, 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 si, parce que on on fera matcher après. Il va en vrac. Oh là, il y a déjà plein de choses. Ah, ça s'incrémente au fur et à mesure. Ouais, c'est peut-être plus simple en ligne. Ouais. J'ai pas mis la quatrième colonne qui est remarque générale. Autocomplétion sur les questions. D'autres remarques. Tu préfères te connecter? C'est peut-être Oui. plus simple. Ouais, non, mais c'est peut-être plus simple. Il y a le code oui, effectivement, j'en avais pas parlé au début. Ouais. Après, voilà, on prend un tour de table aussi. Oui. Tout le monde a réussi à se connecter. Si y a des problèmes, n'hésitez pas à prendre la parole. On a déjà 8 groupes de travail. Ah oui, c'est vrai qu'on peut mettre rajouter un truc à distance, c'est ça? Vous pouvez liker les Ouais. publications des autres si vous pensez que c'est la même chose. Un peu le défi de activiste. On peut connecter sur vous, sur Google là. Ah oui, pardon. Là, et après, pour rentrer le code IA Géodata. Oui. Je vais t'en chercher un. Tu veux que je... On doit... Attends, tu sais quoi? Je vais chercher un bro, je vais mettre de l'eau dedans. Allez, mets des verres. Je peux ramener des verres. Je vais tout ramener dedans. Je vous laisse vous ouvrir. Pareil. C'est important sur le même. C'est important un événement. Non, on peut connecter, il y a un. Je lui crée un compte. Ah, c'est là. Non, il n'y a pas besoin. C'est celle-là. Ça, je rigole. Il y a la clé de Michelin. À gauche. Non, c'est pas sûr. On est tout. Recherche. Oui, voilà, il y a Géodata. Ok, pas. Ça ne pas? C'est des vieux post-it, c'est ça? C'est pas, il y en a qui sont pas. Ça, c'est bon. Encore 3 minutes. Non, même pas. Oui, oui, ça t'aurait bien. Oh.
Oui, je n'ai pas reprécisé, c'est écrit, mais si vous pouvez le mettre effectivement sur vos contributions, votre nom, au moins votre nom. Alors, Trop tard. vous pouvez mettre. Vous me liker. Il n'y a pas une petite option pour voir uniquement mes réponses? Oh, mais ça tombe encore. C'est pas grave. Oui, voilà, tout en haut, vous allez voir uniquement mes réponses. Vous t'as trouvé ces Ouais, post-it, mais c'est pas ceux les qui ont fini, si vous pouvez modifier la réponse, ça serait super, parce qu'effectivement, pour se retrouver qui dit quoi. Qui a mis quoi. Exactement. La suite, c'est de mettre une fois votre nom et faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. En fait, dans le truc là, par mec, tu peux mettre un pseudo là. Ah, si vous avez des pseudos. Là. Ouais. Tu peux mettre dans la ligne. Ah bah voilà, mettez vos pseudos. Merci. Merci, c'est plus simple. D'accord, mettre à la roue dentée. Annuler remplace l'instruction d'avant, c'est dans la roue comptée en haut à droite. Je vais mettre votre pseudo. Évite de faire des copies-coller. Ah, les rôles aussi sont bons. Je pense, j'imagine, que ça doit s'afficher. C'est à ça. Une réponse. Oui, voilà, ça s'affiche effectivement. Moi, je les ai pour moi, ça s'affiche. Ouais. Donc, ouais, mettez bien votre pseudo, mais c'est sur les nouveaux du coup. Ça s'appuie sur cette consigne. Encore une minute. Laisse le temps de la discussion après. Est-ce que c'est l'IA qui va faire Bah oui. On rentre à la maison. Ça marche bien. Ça marche pas bien. C'est l'IA pour Overhead. Oui, de 30 à 19 et disait des journalistes, ils ont lâchement de tout compris. ah oui, c'est langage, c'est Bon, moi, je vais commencer à lire les. Donc, sur les besoins concernant l'IA et les data, la création de modèles IA pour la détermination de la densité de la forme des mois. des houppiers, arbres, millimètres. Ok, pieds, sous QGIS. C'est un plugin qui est entraîné, mais avec un modèle des tropiques, ce qui ne marche pas bien en zone méditerranéenne. D'accord. D'où l'idée d'avoir un modèle et de s'appuyer sur ce genre de choses. Alors, moi, je connais que ça, hein, donc ça limite un peu l'esprit, mais ça existe. Okay. Donc sur les besoins, savoir ce qu'il est possible de faire, identifier des solutions au mur, réfléchir aux nouvelles pratiques productives, open data, flash, données météo. Non, données métiers, pardon. Exemple de cas d'usage de création de valeur par l'intelligence artificielle à partir de géodata. Ok. Vous voulez compléter les réponses, ceux qui ont donné la parole, voilà, on peut échanger aussi sur ce qui se dit. C'est des choses qui reviennent. Tu veux si on est sur les besoins, on prend cela après, Ouais, on va sur les besoins, ouais. Donc, ouais, rapidement, si on passe en revue, ce qui est mis. Donc, voilà, des cas très spécifiques, détection de parking, de passage piéton, de friche, de imagerie aérienne. Ça vient de qui, c'est juste Alors, là, posté en fait ce message, c'est juste. Ok, alors qui a posté le premier message? Moi, je suis curieux parce que. Ah non, c'est. Personne qui a mis ce message veut bien se dénoncer. Finalement, on a vu qu'une solution justement pour détecter
sur le marché, entre guillemets, Ouais. qu'il est qualifié aussi. Donc, il y a déjà quelque chose qui existe un petit peu là-dessus. Ok, c'est anonyme. Dommage. Détection de panneaux de signalisation entre objets depuis imagerie Panoramax. Ok. Voilà, je vous laisse lire. Mathieu Copain de la DRAF, améliorer nos connaissances, notamment sur la détection des faits. Panoramax, ça revient. Donc, Artelia Group, donc entreprise, aide à l'atomisation de processus politiques. Classification leader améliorée, numérisation orthopécénesse. Les outils et les limites pour l'IA appliqués au diagnostic territorial. Ce qui est intéressant sur l'histoire du diagnostic, c'est que raisonner en termes de SIG, de cartographie, mais après, c'est jusqu'à où on va, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut aussi en fait, avoir besoin de documents rédigés. Ah Et oui. ça, c'est dans le diagnostic, pour le coup, c'est des choses qui sont aussi envisageables. C'est très bien créer du code pour générer des dashboards, mais après, on peut être encore plus exigeant, dire, mais non, c'est pas suffisant, full text, quoi. C'est possible. Oh, Une IA locale et respectant la confidentialité de mon travail, mes données, du RGPD en général, ouais. Des données. Ouais, je passe ça. Xavier Durand, des datasets de qualité répondant à des besoins de métier. Parce que c'est la base, en fait. Ouais. Et quand on parle d'IA, 80% du boulot, c'est le dataset. Et si on parle des C'est le- datasets souverains, c'est encore Ah, mieux, quoi. Et le dataset, si on peut le faire aussi en local. Et aujourd'hui, même les pouvoirs publics, on regarde les grands projets de ces dernières années. Voilà, en fait, alors après, ils se basent sur des modèles économiques, éthiques. Mais en fait, voilà, tout est entraîné, Tunisie, Madagascar, Kenya, Inde. Alors, c'est très bien, en fait, hein, il y a nord-sud, mais après, c'est voilà, jusqu'à où on va et qu'est-ce qu'on. Voilà, quoi. Et on parlait d'arbres, voilà, en fait, avec Oui, des pieds tropicaux, ben voilà. à un moment Ils ont donné, fait une en fait, étude dans le Maghreb et ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup plus d'arbres qu'ils pensaient, alors qu'ils pensaient que c'était une zone désertique sans arbres, et ils les ont fait compter et ils ont entraîné l'intelligence artificielle qui en a trouvé des millions. les C'était des arbres panneaux, isolés, attention, ils n'ont pas trouvé des forêts, hein. Mais ils ont trouvé des arbres qu'ils ne pensaient pas trouver dans ces endroits-là. ce qu'il faut, c'est, je pense, entraîner, en fait, voilà, après, une particularité locale, quoi. Donc, il faut des datasets de qualité. On a de la cuisine locale, je pense qu'il faut du dataset local, en fait. Je pense que mutualiser les forces sur la collecte de données d'entraînement, c'est. Parce que je pense qu'il y a plus de qui cherchent les mêmes données d'entraînement. Mutualisation, ça peut être un peu la porte de démarche régionale. Pour rebondir là-dessus, peut-être dans les savoir-faire, ça veut dire que c'est en amont ou en aval, mais c'est plutôt en amont, je pense, c'est du côté des nouvelles filières émergentes d'étudiants, de mettre en place des protocoles, en fait, pour justement faire que on puisse fabriquer ces jeux de données, parce que c'est toujours la difficulté quand on dit on veut le jeu de données, mais on va se poser la question du comment. Alors que si on dit, bon, ben, ça peut être un sujet, de dire que dans le cycle des études, comme c'est le cas actuellement en seconde, tu sais, où on donne aux jeunes, à partir de la seconde, la découverte de l'OSM, on pourrait dire, dans le cycle de formation de géomaticien, il y a une séquence qui est la séquence d'apprentissage des jeux de données, etc. Et d'une certaine manière, les collectivités, les acteurs publics et tout en bénéficieront. Donc là, c'est plus de fait que des outils, mais ça devient aussi une prescription sur les filières de formation. Tout ce temps d'études qui est mis en place, les agronomes, etc., ben, si on additionne toutes ces heures passées, ça peut être intéressant. Stage. Exactement. D'autres personnes veulent rebondir sur ce qui se dit? Voilà, Norma qui lève la main. Par exemple, oui, Norma. Activez votre micro.
Norma, vous voulez intervenir? Oui, bonjour, je m'appelle Norma, je suis en train de faire la formation Master SILAT à Montpellier et je trouve que l'intervention de monsieur, c'est très intéressant parce que ce type des outils sont maintenant de plus en plus utilisés et si c'est partie et s'intégrant des circuits, des formations sera, je pense que très bienvenue. Parce que maintenant, on a de plus en plus besoin de ce type d'outils, mais aussi de savoir comment les utiliser. D'accord, merci. Ok. Je continue à défiler. Du coup, Vincent de la métropole d'Aix-Marseille, développer un chatbot pour les règles d'urbanisme pour les administrés. On n'est pas sorti. Non. Avoir d'abord une idée, on est possible après travailler sur les cas. Après, moi, j'ai remis Panoramax parce qu'en fait, nous, là, on est beaucoup sur la computer vision, donc l'image aérienne. Donc là, on a la chance d'avoir l'hygiène et ces orthos. Mais après, on peut les doubler. En fait, ils sont précieux parce que c'est voilà, quand on est sur des objets géographiques, petits objets géographiques, en fait, les vues immersives sont, voilà, elles sont indispensables. Alors, soit on se hasarde en fait, à constituer des datasets avec Street View, ce qui est voilà, en fait, interdit, et ce qui pose plein de questions. Donc, la solution, c'est de se tourner vers Panoramax, vers une des instances. Mais là, quand on a une commande en fait, d'une commune, il faut qu'il y ait la complétude. Hein, c'est comme pour n'importe quel type de sujet, qu'on ait une complétude sur l'ensemble en fait, du réseau viaire, en l'occurrence, en fait, là, d'une commune. Donc, nous, c'est un peu là, sur le modèle qu'on a aujourd'hui de détection des passages piétons. Si ce n'est pas fait, en fait, voilà, c'est souvent fait par les collectivités elles-mêmes, en fait, sur l'instance Panoramax Hygiène. Si ce n'est pas le cas, il faut que le boulot soit fait en amont. Voilà, sur l'ensemble. Et après, ça nous permet effectivement de nous intéresser à un objet, mais potentiellement de couvrir en fait tout le reste en fait des objets qui sont visibles dans l'espace public. On a prévu de faire une présentation de Panoramax au Geodata Lab dans les prochains mois. Ça, c'est vraiment très cool. Donc, déjà, moi, juste pour par rapport, parce qu'ensuite, donc, vous avez compris que tout ce que vous nous remontez, on va essayer donc de le remettre dans le tableau qu'on vous a présenté, avec des entrées thématiques, des entrées en lien avec des outils, des entrées. Alors, il y a certains ont cité des outils, donc on va les lister. Des entrées en lien avec des scripts, des méthodes, quoi, de la modélisation, voilà. Et puis après, le sujet qui n'est pas complètement validé là, c'est quels sont les moyens qui seront nécessaires aux uns et aux autres pour. Et donc là, l'idée, déjà là, sur la première étape, moi j'essaie de regarder, de faire un peu une synthèse. Donc il y a la question des datasets, ça c'est évident, hein, des données qu'on met en entrée. Et ça, c'est une question qui va intéresser à la fois les producteurs de référentiels, mais aussi les entreprises qui vont utiliser des données pour proposer des solutions. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de POC. Alors, Valentin en a parlé, mais il faut aller au-delà du POC. Parce que le POC pour le POC qui montre que des choses sont possibles, c'est très bien. Mais si derrière, on ne peut pas challenger la solution pour que ça devienne une solution sur étagère qui soit pour que l'entreprise puisse vendre ou que la structure puisse partager, voilà, il n'y a pas de retour sur investissement, quoi. Donc l'idée là, c'est d'avoir un peu du retour sur investissement pour les entreprises et y compris pour les acteurs publics qui sont allés, qui ont passé du temps à chercher des solutions. C'est quoi un POC? Proof of concept, un proto en fait, proof of concept, tu sais, c'est donc il y a beaucoup aujourd'hui. Ouais. Non, c'est un démonstrateur. Tu vois, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de financements qui sont affectés à ces démonstrateurs. Donc, tu retrouves souvent une entreprise, une structure de recherche qui répond à une grande question posée par un acteur public. Donc, il y a des financements à la clé. Donc, on va chercher aussi de l'innovation derrière. Il y a souvent du satellitaire, de l'IA, etc. Donc, il y a des gens qui sont retenus, qui développent des choses. À l'arrivée, c'est intéressant, mais ça ne va jamais plus loin. Voilà, on a un projet. Enfin, et l'idée maintenant, si le Geodata Lab, alors
là, on parle d'IA, mais bon, de manière générale, mais dans le secteur de l'IA, si on pouvait avoir quelque chose qui, si c'est proposé par une entreprise, ben, puisse être directement combien ça coûte et je l'achète. Alors après, il y a un marché concurrentiel, ça peut être proposé par plusieurs entreprises avec, voilà, ça c'est la vie des entreprises, hein. Mais l'idée, c'est d'arrêter, enfin, c'est bien l'époque, mais et après, qu'est-ce qu'on fait après? On a payé un POC et what? Enfin, est-ce que c'est réutilisé? Est-ce que, voilà, donc l'idée, alors sur l'IA, on a fait la journée télédétection et IA. On a vu plein de choses qui ont été présentées, beaucoup par des chercheurs. Ça mixait de la télédec et de l'IA. Bon, parfois, c'était à la limite de l'IA, c'était plus de la modélisation. Alors après, la question, c'est qu'est-ce que c'est l'IA? Ah bah, où on commence, où on s'arrête. Donc, après, j'allais dire, bon, on peut se la poser. Après, c'est peut-être pas très grave, mais dans tous les cas, il faut quand même se la poser. Et à partir de là, tous les exemples qu'on a vus, c'est intéressant. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, pas grand-chose souvent. Ça a été fait dans le cadre d'un projet, ça répond plus ou moins à une question, et puis voilà. Alors que cette question, potentiellement, elle se pose, il y a plusieurs personnes qui se la posent. Donc, c'est pas la peine de. Enfin, l'idée, c'est d'avoir un retour sur investissement quand on travaille, que ce soit du temps acteur public à valoriser, Panoramax, hein, c'est le cas, c'est une start-up d'État, hein, ou alors que ce soit une entreprise qui propose une solution. Passe à la deuxième question. Et sur le sujet IA et géodata, ce que j'attends d'un espace multi-acteurs comme celui-ci, comme groupe de travail, je remonte, du partage de cas d'usage, ça on avait un petit peu effectivement déjà défriché au CTC, mais on faut aller plus loin. Partager des expériences d'usage de l'IA dans le géodata opérationnel, et plus loin que l'époque, effectivement. Différentes technologies, tests de différentes technologies. Partage de connaissances, des méthodes, peut-être du code, des modèles entraîner IA. Game Face, je ne connais pas, repris les annotations. Partage de ok. On regroupe les annotations Label Studio, ça c'est important justement, c'est labellisé ensemble. D'accord. Des méthodes. Justement, quand on parle des datasets de qualité, parce que le dataset, il y a la matière première, en l'occurrence les images. Après, il faut les labelliser. Il y a 1000 manières de labelliser. D'accord. Comme voilà, on fait du tricot, il y a 1000 manières de tricoter, des mailles, etc. La labellisation, pareil. On peut se dire que par défaut, en fait, on va prendre les objets OpenStreetMap et puis boum, on balance une bounding box au milieu et puis on dit voilà, bon, on va l'attraper comme on peut. Puis après, on peut faire de la dentelle, on peut, en fait, il y a plusieurs manières de. Et donc ça prend plus ou moins du temps. Donc nous, je sais que par défaut, on a beaucoup fait de la labellisation que OpenStreetMap. Parce que là, c'est pour ça que moi, je préfère parler d'objets géographiques plus que de thèmes. Parce que le thème, c'est encore trop large. Par contre, si on dit je veux les arbres, je veux les parkings. Oui, d'accord. Voilà, je souhaite les passages piétons, les abribus. Là, il y a quelque chose de concret. Derrière, une compétence ou pas, le luminaire. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça demande une labellisation un petit peu spécifique. La précision. Et Label Studio est c'est un logiciel, d'accord. Et est-ce qu'on est dans de l'IA ou est-ce qu'on est à la limite de la modélisation? Est-ce qu'on a besoin de l'IA pour faire de l'interprétation de ces images, comme vous venez de le dire? La computer vision, oui, c'est vraiment là, en fait, learning, reconnaître dans une image effectivement un objet. Là, en l'occurrence, je parle d'objet, mais ça peut être. Là, j'étais à Cannes, au sommet de l'IA, là, et la gendarmerie nationale qui était présente. Et eux, ils font la détection de corps, en fait, ou de sac à dos, etc. En fait, donc ça peut être aussi des objets, quoi. En fait, un chapeau, un sac à dos qui est là, donc pour eux, c'est un indice. Ils vont peut-être pas voir visuellement sur le coup, mais ils envoient un drone, ils analysent les images, et après, boum, là, il y a peut-être un point parce qu'il y a un type d'objet. Expérience. Tâche de connaissances en continu sur les outils et les méthodes nouvelles. Quand on en continue, c'est-à-dire qu'il y a des modèles qui sont là depuis longtemps, Pas travailler sur les mais il y a une actu quand même qui est d'eau, quoi. En fait, il faut suivre. Et le GameFace, c'est quand même le lieu en fait, où on a publication de tous les modèles. Il faut y aller. faut y aller. C'est un travail à temps plein, quoi.
prise en compte de l'IA Alors, frugale. quelqu'un dans le chat, dans Camille Clausel, demande s'il ne faudrait pas travailler sur des exemples concrets, séparer le travail sur les images du travail, le travail sur les images du travail sur les données tabulaires et géographiques. Oui, c'est un peu la même question. C'est quelles données on met en entrée dans le modèle? Il n'y a pas que de l'imagerie, hein. Là, je pense que Xavier, toi, tu pensais à la reconnaissance automatique d'objets sur des images. Derrière, c'est de la donnée tabulaire. En fait, Ouais. là, quand on a passé le modèle sur la Farley d'Olivier, donc j'ai une dizaine d'images. Derrière, j'ai mon fichier tabulaire avec mes 130 passages piétons, avec effectivement 12 objets que je détecte, avec les métriques pour chacun d'entre eux. Donc, je débouche bien sur une couche SIG avec la quinzaine de plus toutes les données EXIF en fait des photos. Voilà, après, donc j'ai bien une table attributaire de mes passages piétons avec la qualité en fait à chaque fois de détection. Voilà, ce qui est important, c'est les métriques. Aline, est-ce que tu peux nous préciser un peu ce que tu signes? Toi, je pense que tu pensais plus sur du croisement de données, de multiples bases de données. Et sur, Oui, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il peut y avoir, dans une deuxième étape par rapport à un traitement d'image, et je ne suis pas fortiche là-dessus, des éléments où on fait appel à l'IA pour traiter les données, mais il y a aussi tout un travail initial pour bien faire ce traitement d'image et bien faire cette première étape qui, pour moi, est déjà un peu différent de ce qui est plus l'étape de traitement des données, quoi. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il manque un bout de la phrase. Ouais. Mais après, moi, je pense comprendre ce que veut dire Aline. C'est que du coup, il y a un moment, on le voit bien, le champ des possibles de l'IA, là, il est presque infini, on a l'impression qu'il est infini. Il pourrait tout faire, tout et n'importe quoi. Mais du coup, à un moment, je pense que l'intérêt de ce genre de groupe de travail, si on veut aboutir à quelque chose de concret, il faut peut-être s'arrêter sur des cas d'usage, ne pas s'éparpiller. Je pense que quelque part, Aline, il y a peut-être de ça dans ta réflexion. Et voilà, parce que sinon, on va se retrouver avec. Oui, il y a effectivement les deux aspects, c'est-à-dire être sur des cas d'usage. Des cas d'usage et puis aussi peut-être avoir des cas d'usage qui représentent des situations vraiment différentes. Oui, mais du coup, qui répondent à un besoin qui est commun. Parce que du coup, sinon, on va partir dans tous les sens. Et finalement, en fait, il n'y aura pas d'intérêt. Et tout le monde va partir dans tous les sens, donc il n'y aura pas d'intérêt de mutualiser ou de travailler ensemble sur cette thématique. Enfin, moi, c'est ce que. C'est ce que je ressens. Nous, l'IA au SMAD, on commence à mettre le bout de l'ongle du petit doigt dedans, là. Et en fait, on voit bien que déjà, arrêtons des cas d'usage bien précis. Encadrons la manière de répondre à ces cas d'usage via l'IA et on voit ce que ça donne déjà. C'est bien précis parce que sinon, voilà, comme je disais, IA, des modèles, il en sort tous les jours, des outils, il en sort toutes les minutes. Et, voilà, et du coup, et après, je pense qu'il y a, et je rebondirai par rapport à ce que tu as dit là, sur l'époque, arrêtons des fois de faire d'époque, des choses comme ça, et allons beau, mais c'est vrai qu'à un moment, il y a peut-être aussi une question à voir, parce qu'on a bien vu, des fois, il y a des exemples de choses qui sont, je pense, techniquement très intéressantes, scientifiquement, qui font avancer les choses, mais la finalité de l'outil, en fait, on se dit, mais qui en a besoin? Oui. Vraiment qui en a besoin, en fait, finalement. Et après, du coup, on se retrouve avec des modèles économiques qui sont pas fiables parce que parce que c'est pas supportable par ceux éventuellement qu'on a besoin. Et les personnes qu'on a besoin sont pas si nombreuses que ça. Moi, je prends un cas d'exemple, on a un peu prospecté les exemples, des boîtes là qui proposaient des modèles, enfin des outils de détection des dépôts sauvages de déchets à partir d'images d'analyse d'images aériennes de satellites là, et donc effectivement avec l'IA qui est capable un taux de certitude de trancher si c'était un dépôt sauvage ou pas. Mais en fait, le coût économique de l'offre
elle n'est pas viable pour des structures comme nous. Mais le problème, c'est que les structures comme nous, ce sont les seuls qui sont intéressés Pour acheter ça. pour acheter ça. Bien sûr. Il n'y a que les collectivités locales qui sont intéressées par ça. Et le coût fait que non, on n'ira pas. Et en fait, on préférera employer un garde ou 2 gardes et gardes en plus, Oui, les c'est sur ça. le terrain. En plus, sur le terrain, ils font autre chose qu'aller détecter et voilà, aller regarder s'il y a des tas de déchets sauvages. Enfin voilà, donc il y a un moment, il y a aussi. Voilà, enfin, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont parties comme ça. Des fois, qui sont parties comme ça dans l'air, en disant voilà, ah, ben, il y a un objet très précis, on va s'éclater. Techniquement, on va bien cadrer comment on va faire pour arriver à ça, mais après, la vérité, c'est oui, qui ça intéresse et qui est capable de payer. Il faut vraiment bien définir pas tant le besoin, mais définir qui en a besoin et vraiment que ce soit partagé, que ce soit un dénominateur commun de plusieurs acteurs. Je pense que dans le groupe de travail, moi, si on veut être efficace, c'est ça, il faut qu'on trouve des thématiques communes, enfin, des choses sur lesquelles en fait, on peut vraiment échanger, parce que sinon, on va partir dans tous les sens. C'était un peu le sens du cadrage qu'on vous avait proposé, parce qu'en fait, Valentin, il a une manière différente de travailler. Lui, il voulait ouvrir, voilà, vous demandez, voilà, tout le monde. Mais en fait, je lui ai proposé quand même de proposer un cadre. C'est-à-dire que quand je parle de thème, je sais plus qui c'est qui a dit, c'est trop vaste, c'est toi, Xavier. J'entends que c'est trop vaste, hein, mais on voit qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui est remonté, tu vois, on est dans quand même l'eau, on l'a vu là, l'eau, enfin, on est dans la forêt, il y a pas mal de trucs, et après, on est dans la détection d'objets en zone urbaine. Et là, il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas encore vus, mais c'est en ça que j'ai préféré qu'on vous présente ça avant, parce que tout ce que vous remontez, on va le classer comme ça, on va le classer. Et après, en fait, les choses vont s'interconnecter, c'est-à-dire qu'il va y avoir des entrées thématiques avec des outils, avec des méthodes, et là, on va avoir, pas un POC, mais on va avoir, bon, ben là, on a un axe, on creuse. Et donc, nous, alors, je sais pas, on va continuer, hein, mais on va vous expliquer après, hein, nous, la manière dont on vous propose de travailler. Mais l'important, c'est qu'il y ait tout qui remonte. Et après, vous nous direz si. Voilà. Parce que là, pour aller dans ton sens, nous, ce qu'on a fait là, le modèle qu'on a développé, donc déjà, c'était une question sur des objets géographiques très précis, Oui. des passages piétons, avec 12 objets qu'on détectés dans un objectif de voir les passages piétons qui étaient bien, on va dire, conformes à la loi L'Homme. D'accord. Avec effectivement la présence ou pas d'une place de parking en amont, donc à l'intersection. Voilà, donc un truc très précis. Parking, en fait, genre les places de stationnement, pardon, plus effectivement le passage piéton. Et donc, voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, les intercos en fait, qui font appel à nous, donc sur des industries routières en général, mais plus particulièrement parmi Toulouse Métropole, en fait, ils se sont rapprochés de nous parce que justement au niveau de la mairie, ils se sont fixés pour priorité d'ici la fin de la mandature d'avoir en fait cet audit complet en fait, de tous les passages piétons. Donc d'où l'idée de focuser, parce qu'effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. On va peut-être en discuter, ou en tout cas on voit à peu près de quoi on parle quand on parle d'époque. Il faut qu'on arrête. Il faut juste qu'on arrête. Parce qu'on voit tout le monde et à la fin, en fait, finalement, on ne fait plus rien. Alors après, les moyens sont limités. Alors, j'interviens aussi un peu dans la discussion parce que ça fait partie aussi des choses qu'on veut proposer, c'est-à-dire que le POC, c'est exactement la question des données en entrée. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont fait une étude de marché, qui ont vu qu'il y avait un besoin d'acheter, je ne sais pas, hein, un outil qui permette, en utilisant de l'IA, une solution qui réponde à des besoins, je ne sais pas lesquels, mais qui sont par exemple le besoin d'un EPCI. Et donc, on peut imaginer que tous les EPCI ont le même besoin. Et donc, ils ont développé une solution sous la forme d'un POC ou pas d'un POC. Et dedans, ils ont mis des données qui sont des données. Voilà, parce qu'il y a aujourd'hui, la question de la donnée, il y a un foisonnement. C'est très bien. Mais quand on propose une solution et qu'on n'est pas forcément un expert du domaine, qu'on est plus un expert du dev, de l'IA, etc., peut-être que les données qu'on a mis en entrée, ce n'est pas les bonnes. Et ce qu'on produit en sortie, c'est intéressant. Et ça pourrait être bien meilleur si on met. C'est exactement ce que tu dis, Jean-Louis, ce que tu disais, Xavier, ce qu'on dit tous, en fait. C'est qu'il faut mettre en entrée les meilleures données possibles pour avoir en sortie. Peu importe ce qu'on met peu importe ce qu'il y a au milieu, les modèles qu'on développe. Ça, c'est le métier de l'entreprise, la modélisation.
Mais si on met les bonnes données, eh ben, on a des chances de sortir les bons résultats et on a des chances que le produit qu'on essaie de vendre soit vendable et soit acheté. Parce que et ça, c'est l'expertise qu'on a au CRIJ, en fait. C'est de dire, au CRIJ et tous ensemble, hein, c'est de dire, voilà, pour telle problématique, les données en entrée, n'allez pas chercher n'importe quelle donnée qui viendrait d'un capteur américain parce que c'est simple d'accès, que c'est rafraîchi. J'ai entendu un certain nombre de choses là dans la presse sur le fait que sur certaines solutions qui paraissent assez robustes en termes de résultats, si on change les données en entrée, je pense à Urban Simulation par exemple. Parler aux personnes qui connaissent le projet. Oui. En t'écoutant parler, je pensais en fait à la façon dont fonctionnent aujourd'hui ces supports, quel que soit leur nom, qui sont capables maintenant de donner des sources. Oui. Disant, j'ai moissonné dans les réseaux sociaux, j'ai moissonné sur des sites internet et tout. Et certains vont assez loin, dans le mode conversationnel, où il dit, voilà, il y a des sujets qui peuvent être à controverse, il y a des choses qui sont acquises en termes de résultats, etc. Et je me disais, en tout cas, dans toutes ces réflexions qu'on a, notamment, je pense à nos chers voisins de l'IGN, où on se pose la question à un moment de la convergence de pertinence un peu asymétrique, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a un référentiel qui est sécurisé côté IGN, par contre il manque la proximité OSN rentre souvent dans la danse pour la contextualisation, par contre il manque des fois de la donnée métier, et c'est là où effectivement autant on va raisonner sur une logique de process, etc., mais en même temps on aura besoin, par exemple moi dans mes flux d'entrée, j'ai l'avantage en travaillant au sein de département d'avoir une revue de presse. Oui. Moi, je trouverais génial, pour l'instant, malheureusement, ça ne fonctionne pas ainsi, qu'il puisse y avoir une analyse automatique de tout ce qui est lié à la mutation du territoire. Et donc, de fait, ce n'est pas que de la donnée tabulaire, là, ça devient de la donnée textuelle. Et voilà, donc c'est juste aussi pour vous montrer que dans les scénarios, lorsqu'on est dans de la veille territoriale, et je pense que c'est nos cas réciproques, il y a un besoin effectivement de réinventer des fois les processus métiers sur le fait qu'on est débordé par le volume et qu'en même temps on a une nécessité, une obligation d'actualité, de fraîcheur. Ouais. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est la problématique du centre de ressources. Si on veut mettre à la disposition des ressources, justement, tout type de ressources. Si aujourd'hui, par exemple, c'est le travail que pourrait faire Valentin, si on doit vous informer sur tout ce qui se passe en termes d'événements et de communication autour de l'IA, voilà. Si on n'automatise pas un minimum, peut-être la revue de ces choses-là, on pourrait y passer beaucoup de temps, quoi. Oui. Est-ce que ça serait à distance? Est-ce que vous, Valentin, tu en étais où? On passe en revue les contributions. Je repartage mon écran. Ouais. Je pense qu'on va aller un petit peu plus vite. Ouais. Il y a des personnes qui veulent, peut-être après qu'on présentera le centre de ressources, continuer à présenter un petit peu. S'il y a des personnes qui veulent commenter leur contribution, nous le dire à l'oral, parce qu'on ne va pas tout regarder, je pense. Inspirant, le partage de connaissances et pratiques. Faire des solutions et comprendre les prérequis techniques. C'est une question de modèle économique, je trouve qu'elle est intéressante. Là. Clément, tu veux intervenir sur le modèle économique? Oui, si vous voulez, c'est une question. Merci. Ah, alors attends, on ne t'entend pas trop bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah voilà, merci. Oui. Donc, bonjour à tous, donc Clément Jacquemet de l'Ecolab, donc du Commissariat général développement durable. Donc oui, dans le contexte, il y a eu une étude économique sur le domaine géonumérique qui a été coportée par la FIGEO, le CGDD, le CNIG et d'autres. On voit bien que l'IA, c'est un vecteur important de développement. Et on est aussi en parallèle avec une recherche de comment valoriser aujourd'hui la donnée, nos plateformes de données et avoir des modèles économiques globaux. Donc je pense que les deux interfèrent et c'est important, à mon avis, de réfléchir à comment articuler ça au mieux. Parce que pour avoir de l'IA, il faut de la donnée de qualité. Il faut parfois accéder à des données que des gens altruistes pourraient fournir. Il faut accéder aux des données des entreprises.
Donc, il y a une valorisation sous-jacente. Et puis, ben, l'IA, ça permet aussi de produire assez rapidement beaucoup de données à partir de sources. Ça peut être de l'IoT, ça peut être des images satellites. Donc, ça modifie aussi le coût de production de données. Donc voilà, il y a toute une interaction, à mon avis, intéressante sur laquelle il faudrait réfléchir pour positionner les plateformes de données, les écosystèmes autour, les espaces communs de données, les tiers de confiance et l'IA avec tout ça. Merci Clément. On allait en parler un peu plus loin. Voilà, on comptait bien valoriser les résultats de l'étude économique, mais voilà. Merci. Il n'y a pas d'autres interventions à distance? Donc sur l'espace, ok, on peut peut-être passer sur les contenus et formats. Il y avait, regarde, il y avait aussi les... Non, il y avait les post-it. il y a les post-it. Oui, voilà, je peux comme les ça. dire, si Ouais, tu veux s'il bien te le plaît, faire. merci Luc. Ouais. On mettre en place une IA sauvage, effectivement, déjà, la question de l'IA sauvage. IA frugale aussi. Vas-y, Luc, on t'écoute. Alors, les post-it, attente de repérer les bonnes pratiques et créativité, identifier les solutions utilisables. Par exemple, Panoramax. Bien, bien. Ouais. Deuxième post-it, réflexion sur l'usage de ces données forestières, MNH plus IA, densité et pire, avec croisement avec le cadastre. Petite citation, les belles forêts sont visibles. Oui, dans le sens où c'est à cause du multi-acteur que j'ai mis ce post-it-là, puisque que ce soit la forêt privée, l'ONF qui est présent parmi là, l'Adréal qui est peut-être là, j'en sais rien. Donc, on a tous des visions et des usages de la forêt qui peuvent différer, mais néanmoins, on voit énormément de choses. Donc, et voilà, comment on s'organise quoi, par rapport à la connaissance accrue que va donner soit déjà le LIDAR HD, c'est comme un gamin là, pour aller en forêt. Là. je vois la hauteur des arbres avant d'y aller, alors qu'avant je courais après. Et donc voilà, donc c'est voilà comment et que tout le monde dans son rôle soit préservé quoi. Il n'y ait pas quelqu'un qui tire trop d'un côté ou de l'autre. Ok. Voilà, c'est comme multi-acteur. Comment on fait pour pas... Ensuite, en termes d'attente, on a du conseil, des astuces, un forum de discussion. Un forum, ok. Et enfin, donc là, le post-it, il est entre les deux, Oui. entre la première partie, entre la deuxième partie et la troisième. Alors, recentrage sur l'info géographique avec cas d'usage et expertise. Mode. Non, c'est moi. L'expertise du monde de la recherche et de l'enseignement. Voilà. Oui. C'est vrai qu'on est souvent entre nous et si on, surtout à l'enseignement, comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'ils peuvent avoir une autre vision de nos problématiques et donc apporter d'autres solutions plutôt que si on reste entre guillemets entre nous, c'est-à-dire entre collectivités ou acteurs publics et entreprises privées. Il y a des acteurs du monde de la recherche qui sont connectés, qui peuvent nous faire part de leur vision. J'ai pas vu, pas trop. Enfin, en tout cas, nous, on a pas mal de partenaires, mais. C'est vrai qu'il y aura une attente dans les structures, je veux dire, pour des stages, formation, sur des stages, éventuellement des tests chiffres, pour voir les profs et les directeurs de recherche qui seraient partants sur des donner projets. peut-être des sujets de thématiques. Moi, quand j'étais à Cannes, j'ai fait un peu de la prospection, justement, en direction de formation, pour voir là, justement, sur Zebra, il y a des choses qu'on doit refine-tuner, des choses qu'on doit améliorer. Et ben voilà, il faut les jeunes, parce qu'après, se pose aussi la question, je pose la question des financements. Aujourd'hui, les financements publics, parce que maintenant, si on a des projets ambitieux, derrière, il faut, voilà, c'est du travail. Peut-être après, on peut s'acculturer, s'informer, c'est une chose.
Mais si on veut développer réellement, voilà, tout simplement des datasets, il faut des moyens quand même pour le faire, ce travail. Donc là se pose la question des financements. Et c'est vrai que une coopération avec le monde de la recherche, Oui. faire un échange gagnant-gagnant là-dessus. Et nous, on est à la, on est à la recherche de jeunes qui voudraient. Voilà. Alors, on avait tout un bataillon d'étudiants qui étaient venus participer à la journée télédétection et IA, qui venaient donc d'une licence pro géomatique donc localisée à Aix. Donc, et qu'on a eu par Perret, ce qui est quand même assez. Et donc, les étudiants étaient très motivés. Et il y a dans leur cursus ce sujet autour de l'IA. Ils sont à la fois en lien avec la géomatique, avec l'IA. C'est vraiment un tropisme très géodata et IA. Et c'était assez intéressant. Donc, on avait proposé de les embarquer. Bon, je pense que là, ils sont en cours, mais on va essayer peut-être de se rapprocher d'eux aussi. On a une intervention dans le chat de Cyril Chartreux. Du CEREMA Île-de-France. Ouais, d'accord. Pour une IA performance, il faut faire un travail sérieux et considérable de raffinage de la donnée. Dans le contexte actuel, comment consacrer de tels moyens sur plusieurs mois à minima? Un prestataire sera-t-il la solution? Dans ce cas, la structure, entre parenthèses collectivité, etc., on sera toujours dépendante. Une question, elle est écrite ici. Oui. En effet. Ça ramène au sujet que j'évoquais juste avant, du croisement de plusieurs jeux de données et d'avoir une sorte d'assistance sur on va dire des manières au fur et à mesure de détecter ou des anomalies ou voir effectivement s'il n'y a pas des process et il y aura une logique itérative, je pense. Parce qu'on sait, par exemple, nous, lorsqu'on contribue dans OpenStreetMap, on se retrouve avec des territoires qui sont hétérogènes. Et certains sont bons dans certaines thématiques, d'autres moins bons. GN a un référentiel qui doit être constant, mais la logique contributive, ça va être comme les jeux de données. Panoramax, par exemple, on sait qu'il y a des territoires qui sont très bien couverts, d'autres moins. Donc, nécessairement, il y aura une logique qui n'est plus celle du démonstrateur, donc le fameux POC, et celle de l'hétérogénéité avec une montée en qualité progressive. D'accord. Ce que tu dis, il y a le côté aussi jouer collectif, parce que pour moi, il n'y a pas de tâche plus ou moins noble en fait dans l'IA. En fait, comme tu disais, en fait, la dataset de qualité, c'est la base. Si je prends un seul exemple, on a pu développer au sein du CRIJ à une époque, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe sur le foncier économique. Oui. Ce groupe foncier économique, on a à un moment donné monté en fait, Sud Foncier Éco. J'ai écrit la première feuille de route. Et à l'époque, en fait, voilà, on a beaucoup travaillé avec Jean-Louis. Puis j'avais mis collaboratif. On m'a dit, t'es fou. Et en fait, on a été fou et on a réussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi pas mal travaillé avec Jean-Louis sur tous ces sujets. On a réussi quand même, voilà, en fait, à mettre en relation, en fait, les intercos, les chambres consulaires, les agences d'urbain, pour mutualiser en fait toutes les données sur les 1300 zones d'activité, avec Jean-Louis qui a fait un travail considérable sur le Vaucluse à l'époque. Je veux dire, à l'échelle de la région, en fait, voilà, sur un sujet comme celui-ci, là, l'objet, c'était les zones d'activité. De mon point de vue, on a réussi en fait, sur un projet qui semblait inatteignable. Donc, si demain on se dit il y a quelques sujets prioritaires, à quelques objets, on se dit sur la labellisation, en fait, voilà, on redresse un peu les manches. C'est effectivement plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'objets. On peut y arriver en fait, à plusieurs organismes. Mais ce que je retiens dans ce que Xavier formule, c'est qu'en fait, on pourrait avoir des sortes d'approches qui sont, par analogie, transposables. Si on prend le sujet de la forêt, on sait qu'on a les broussailles, la prairie. Si on prend les vignes, il y a la lavande. Voilà, et à chaque fois, il y a des choses qui recoupent en fait des interrogations, des observations. Il y a aussi, si on revient sur le cadastre, les croisements, comme le fait actuellement l'IGN, le croisement multisource entre le registre parcellaire graphique, la mise à jour du cadastre avec les géométries qui sont souvent dissemblables, etc. Parce que PlanteNet, par exemple, si on parle des plantes, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est une labellisation contributive. Et à la fin, on est super content d'utiliser PlanteNet. Le moindre truc qu'on voit, à la base, c'est voilà, on contribue et on labellise. Juste pour répondre à la question du CEREMA, ça repose la question qu'on avait évoquée.
de la formation aussi, parce que bon, là, on parle d'un prestataire qui pourrait travailler. Alors, donc, c'est peut-être, et ça rejoint la question des nouveaux, enfin, du modèle économique et peut-être d'un nouveau, une nouvelle proposition de valeur qui serait des gens qui travaillent sur cet aspect-là, en effet. Alors, est-ce qu'après, on est toujours dépendant d'un prestataire? Oui, ça, c'est un peu, c'est un peu la logique quand on travaille avec un prestataire. Et puis, donc, il y avait une autre intervention, ben, évidemment, sur la qualité des données. Donc là, on est toujours un peu dans la même, ouais, dans le même champ d'intervention hein, dont on parlait. Du coup, Sigma, ce qu'on considère, c'est un acteur privé, c'est ça, vous êtes acteur privé. Je pense on peut bien entendre un petit peu les acteurs privés, si vous voulez intervenir. Je sais qu'il y en a plusieurs, avoir un peu leur point de vue. Il y a Alterero aussi, Artelia. N'hésitez pas à donner votre point de vue sur le sujet, sur les sujets sur lesquels vous travaillez pour l'IA, évidemment. Ah. Une intervention de start-up, d'acteurs privés. Sur les contenus et formats pour ce format d'animation. Ça rejoint un petit peu ce qui a été dit. Donc oui, des ateliers mis en pratique en mode hackathon, ouais. Les annotatons. Donc, ça, je ne connais pas. Pour annoter. Ok. Présentation de cas d'application d'IA dans les jeux, dans la géographie pour le métier de géomaticien. Connaître les différentes formes d'utilisation de l'IA dans les collectivités. L'expérience. Ouais, posé sur des GitHub, ouais. GitHub, ouais. Des retours d'expérience. Des outils avec des exemples concrets. Catalogue de projets existants. Formation et utilisation des outils liés à l'IA. Ça dépend de quoi on parle. Merci Mathieu pour la précision. C'est dans le chat, pardon. Annotatons. L'expertise et la pratique, oui. Donc, sinon, c'est un peu ce qu'on a prévu. Donc, on passe aussi. Tu vas, merci beaucoup pour votre contribution. En attendant, curiosité sur le sujet, donc voilà, d'interrogation aussi sur ce que ça peut donner. En premier post-it, apprentissage BP. Non, c'est mon initial. Apprentissage de R. Oui, là c'est une question concrète, c'est par rapport aux outils qu'on peut trouver déjà à présent, comme TEIA, qui produit des scripts sur R par rapport à ce que je disais, pied, machin, compagnie, là. Je suis très forestier, donc je parle comme ça. Et donc voilà, donc c'est sur mes attentes d'assistance, parce que effectivement, R, c'est pas bon. Et le lien entre R et QGIS, c'est pareil. C'était un exemple d'assistance. C'est plutôt pratique. Ouais. Deuxième post-it. Troisième post-it, animation. Proposer des prises en main selon les usages. Ok, merci pour vos contributions. Et donc là, Celle de Vincent, elle est bien là, ouais. partager sur les risques RGPD, sécurité, hallucination, biais, transparence, et comment limiter les impacts environnementaux. Il y a Frugal, ouais. Oui. Les erreurs, hallucinations, les erreurs. Ok, bah ça, on va pouvoir. Je fais juste une parenthèse par rapport à GitHub. Le porteur du projet GitHub au niveau international a intégré à GitHub, pour l'instant dans un usage gratuit, une instance, alors je ne sais pas s'il l'appelle copilote, je crois que tout le monde appelle copilote même ces trucs, mais qui permet pour les non-codeurs d'avoir du prototypage
d'accompagnement et d'accélération au sein de GitHub. C'est un genre d'IA, quoi. Oui, mais on va dire musclé côté, Ouais, faire côté du code. code. Ah oui, d'accord. C'est vrai, Rémi? Ah ouais, d'accord. Bah, ça peut être dans les tuyaux. Bon, moi, j'ai testé DeepSeek Oui. pour du code également, et c'est assez bluffant parce que j'avais envie de faire des tests de suivi de contributeurs. Je lui ai dit qu'il me génère un script, un code HTML en faisant des requêtes et tout. C'est assez épatant. Alors, il faut persévérer en le faisant par boucle, hein, c'est-à-dire non, c'est pas satisfaisant, etc. Et moi qui ne fais pas de code, j'étais vigilant sur le résultat, mais c'était assez prometteur. Disons, ce sont des pistes, hein, mais c'est vrai que. Il y a une logique partage d'expérience sur des outils, je pense qu'on peut le mettre dans. Oui, mais c'est aussi par rapport au prompt, en fait, parce que des fois, c'est vrai que nous, on peut se retrouver un peu démunis, on ne sait pas très bien comment l'utiliser, alors on se dit, je posais une question, je n'ai pas eu la bonne réponse, alors qu'il faut garder en tête qu'en réalité, on n'a pas la bonne réponse. Il faut avoir un minimum de culture pour aiguiller au bon endroit, un peu comme un GPS, celui qui va suivre le GPS sans avoir de vigilance. Et pour évaluer la réponse. Oui, pour évaluer la réponse aussi. Pour l'utiliser en programmation assez régulièrement, ça dévie très très vite. Il faut faire attention aux réponses. Oui, mais parce que tu as le champ culturel. Voilà, c'est donc ça. tu as la vigilance qui va avec. C'est ça, exactement. Et il ne faut pas y aller de façon aveugle. Il y a des petites choses. Là, tu fais des petites choses. Oui, ou ça te. Non, mais il ne faut pas évaluer ça. Un commentaire, donc afin de limiter la dépendance, il faut imposer le transfert de la propriété du code à défaut d'en imposer sa publication en open source. Ce point est souvent omis dans les DCE. Et, donc, annotation sur notre territoire de compétences que nous connaissons sur le bout des doigts, égale annoter le territoire que l'on connaît moins ou pas du tout. Le coup sur donc voilà, on a un peu passé en revue pas mal de questions sur le sujet. Donc l'idée derrière, c'est effectivement comment concaténer ça dans un centre de ressources. Donc ce qu'on avait imaginé, voilà, on avait un petit peu parlé. C'est ce que tu m'as dit. Ouais, je vais le mettre en écran. Ouais. Okay. Après, on n'a pas parlé des capteurs, mais c'est vrai que là, sur Panoramax, par exemple, il y a des packs. Oui. Ça, c'est vrai que, voilà, imaginons que vous faites un suivi du pack idéal pour faire de la collecte, en mettant à jour, effectivement, en permanence. Ça peut être intéressant aussi de jouer un rôle là-dedans, en dire, voilà, vous voulez faire une collecte, peut-être Panoramax sur votre territoire, voilà le type de matériel, le pack idéal, avec le meilleur rapport qualité-prix, évidemment. Ça peut être intéressant aussi d'apporter des. Parce que vous aviez déjà fait une présentation sur les rovers, là, Oui. Voilà. On appelle ça la précision scientifique. Voilà, c'est clair. Le RTK, c'est ça. Avec le réseau centipède, Ouais. notamment. Ça peut être aussi intéressant parce qu'on voit le coût. En fait, le coût, ou disons la qualité, on va dire, très fluctuante avec le réseau centipède. Et en revanche, voilà, si on passe par du Orphéon et autres, le coût qui peut être élevé. Je sais pas si après vous pouvez jouer un rôle là-dessus en ayant des abonnements, des tarifs préférentiels, en faisant des préconisations sur le matériel. Quand on a une qualité qui est moindre, est-ce que finalement ça relève en fait des antennes du réseau centipède? Est-ce que c'est des rovers RTK? Alors dont on a pris le mode d'assemblage en fait en ligne, mais finalement les composants sont peut-être pas. Et peut-être qu'il y a des produits qui sont vendus par telle société qui sont de meilleure qualité. Faire ce suivi, c'est aussi important parce que finalement tout prend du temps. Et de se dire on est un peu sécurisé sur l'achat du matériel. Après, il y a la collecte, c'est encore notre protocole. En fait, il faut mettre les images en ligne, il faut les labelliser. En fait, il y a tout un workflow. Chacune des étapes demande en fait, quand même d'être assez rigoureux. Et c'est vrai que voilà. Oui, ça pourrait être mutualisé. Voilà, on peut dire que là-dessus, Dans le chat, on a Cyril Chartreux qui nous rappelle que en réponse pour limiter la dépendance voilà. La véritable valeur de ce genre de prestation est de côté pour l'entraînement. DeepSeek, par exemple, ne diffuse pas son jeu d'entraînement puisque sa valeur ajoutée s'y trouve.
Du coup, sur sur la mise en forme et ça peut donner la suite de ce groupe de travail. Donc, c'est une proposition qu'on voulait vous faire. Donc, voilà, que ce groupe de travail mette en place ce centre de ressources, donc qui serait à la fois effectivement des ressources en ligne, avec des ressources, mais aussi donc, comme on disait, de l'accompagnement, de la formation, des moments d'ateliers techniques pour de la prise en main, et puis des animations de réseau pour échanger autour de ça. Donc, on pensait aussi donc on a prévu nous une journée technique sur le sujet. Il y a Geodata en deuxième semestre, en octobre. Donc, en invitant des intervenants choisis, sélectionnés. Ouais. Bah alors en fait, sur le global, donc ça c'est un peu le schéma de ce qu'on pourrait proposer dans le cadre d'un centre de ressources. Et après, peut-être que sur le modèle des pôles métiers qui fonctionnait bien, on peut essayer de fonctionner en groupe de travail en fait. Et parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de matières. Donc, nous, on va faire une synthèse. On va essayer de sortir les 4 points qui paraissent les plus, voilà, qui font l'unanimité, j'allais dire un peu là, ou qui sont le plus remontés. Et derrière, ça permettrait peut-être d'avoir des groupes de travail, mais il faut que ce soit assez souple, peut-être court, ou enfin faire 2-3 séances qui permettent de. Et tout ce qu'on va faire viendrait alimenter le centre de ressources. Et l'objectif aussi, c'est d'organiser une journée, en fait. Alors, donc là, on attend un peu, parce que des journées, il y en a tous les jours. Et néanmoins, sur le sujet IA et géodata, il n'y en a pas tant que ça. La géodata, c'est ponctuel dans les journées, on en parle toujours un peu. Les gens parlent de data, mais c'est très général, ça ne répond pas vraiment à nos besoins. Et donc, on a proposé ça à notre président, qui est élu à l'innovation à la métropole et au département des Bouches-du-Rhône. Et lui, ça l'intéresse bien qu'on fasse cette journée. L'idée, c'est justement d'avoir là des chercheurs, des acteurs publics, des entreprises, et qu'on essaie de construire un ordre du jour. Et peut-être que c'est peut-être avec vous qu'il faudrait qu'on construise cet ordre du jour. L'objectif, c'est d'avoir cette belle journée au second semestre. On a dit plutôt dans la première quinzaine d'octobre, par exemple. L'idée, ça serait qu'on la fasse ici parce qu'il y a un écosystème d'entreprises, etc. Et que lui, il est président du Technopole. Enfin, on cherche un événement un peu important, par exemple. Et peut-être que pour construire le programme, on peut faire ça en mode collaboratif par rapport à vos préoccupations à tous, là, au groupe de travail. Et puis voilà, venir mais faire quelque chose qui se démarque un peu de ce qui existe déjà, qui est un peu toujours sur les mêmes sujets. Je pense que les interactions avec le niveau national, et donc Clément représente Ecolab avec l'Ecolab du ministère de l'écologie, qui travaille sur l'IA frugale, vraiment qui sont assez avancés sur le sujet. Donc voilà, il y avait cet aspect-là. Donc je pense que ça serait intéressant pour nous que vous vous impliquiez peut-être avec nous dans l'organisation de cette journée. Je peux compléter ça, c'est globalement sur ce sujet-là, et de se l'approprier ensemble, parce que voilà, concernés par ça, vous êtes les premiers concernés, vous pouvez tous apporter quelque chose, et voilà, nous on n'est pas non plus experts de l'IA, donc c'est de s'approprier ce centre de ressources, et puis de construire un programme, donc à la fois le centre de ressources, mais aussi on avait pensé à programmer des interventions d'experts sur le sujet régulièrement, tous les 2 mois, 3 mois, tous les trimestres, des grands intervenants sur l'IA frugale, par exemple, sur la gouvernance de la donnée, la souveraineté de la donnée, enfin, tous les sujets qu'on souhaite défricher. Et puis, effectivement, faire de la co-animation avec le CRIGE et avec vous, voire même peut-être avec d'autres acteurs. Et notamment, je pense à OpenIG, s'ils veulent intervenir là, peut-être parce que justement, ils font pas mal de co-animation sur pas mal de sujets. Et peut-être sur ce que vous avez déjà pu défricher sur l'IA, parce que vous avez un petit retour d'expérience, vous, donc OpenIG, nos collègues en Occitanie, notre équivalent en Occitanie. On est en train de défricher, puisque notre journée professionnelle qui aura lieu, qui est ouverte à tous le 9 avril à Montpellier,
sur les nouvelles voies d'accès aux données territoriales, où on va faire un petit focus, une espèce de, entre guillemets, revue de presse sur justement l'IA et le SIG. Mais on défriche aussi, on n'est pas très en avance par rapport à vous. Mais on peut tout à fait, bien sûr, intervenir. On aura avancé d'ici là. J'ai une question sur la date, parce qu'en fait, on a le Geodata Day le 11 septembre. On va être un certain nombre voilà, à y participer, voire faire des présentations. Rien qu'au CRMA, il y aura déjà plusieurs présentations envisagées, notamment sur l'IA. D'accord. Est-ce que là, le fait que ce soit très proche, en fait, en gros, c'est à moins d'intervalle. Je peur un peu de la. Ouais, c'est ça. Alors justement, on voulait s'éloigner un peu des Geodata Days. Bon, après, il y avait des vacances. Mais bon, on peut faire en novembre. Hein. On n'a pas aujourd'hui, voilà, il faut juste qu'on se recale avec. Oui, tu as raison, peut-être que c'est novembre. Après, tu sais, les déplacements aujourd'hui, tu as raison. C'est comme assez contraint. Quand on arrive à se déplacer, c'est que c'est l'exception. Si à un moment donné, j'imagine du coup, n'importe qui. Hein, non, mais on peut. D'un mois sur l'autre, on veut deux missions. On a pensé ça vite fait hier sur la date, mais ça peut être en novembre. Tu as raison, tout à fait. Oui, bien sûr. Sur la construction de la journée, ça peut aller vite. Sur les acteurs, les définir ensemble. Oui, après la date. Juste aussi sur ce qui est envisagé pour la journée. Je pensais aussi à l'état de l'art, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal d'acteurs qui se sont regroupés en fondation. Je pense à la fondation Verture, qui a permis de faire travailler ensemble SRI, Meta, etc. Parce que en fait, ils se sont calés sur la méthode OSM, mais sans être dépendants sur les protocoles d'intégration. Donc, ils poussent leurs données sur la structure. Par contre, comme il y a un certain nombre d'outils qui font, c'est Microsoft qui fait la reconnaissance du bâti, Meta qui fait la reconnaissance de la voirie et tout, parce qu'ils veulent la cartographie à l'échelle mondiale, là où effectivement il y a encore tellement de choses qui sont manquantes. Et de fait, il y a comme ça de plus en plus d'outils qui ont été mis en place. Et j'ai presque envie de dire que c'est intéressant de voir les débordements qui sont en train de se mettre en place. Et bien sûr, toutes les expérimentations qui sont faites. Ça peut être. Non, mais enfin, après, tu vois, c'est intéressant. Nous l'objectif, c'est de construire une journée avec des niveaux d'intervention un peu différents de ce qu'on a pu écouter jusqu'à présent. Si c'est on peut reproduire en PACA des choses qui ont été faites ailleurs, parce qu'on a un auditoire qui est un peu différent. Enfin, nous, on va essayer de capter des gens du coup. De PACA, peut-être en co-organisant avec OpenIG, on verra avec Anne si en novembre, ils nous suivraient sur ce terrain. Mais oui, il faut peut-être mettre en visibilité des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Tesla aujourd'hui se nourrit des données qui sont des données justement contributives, etc. Et ça devient un petit peu des paradoxes, c'est-à-dire qu'on a des grands acteurs, on imagine qu'ils ont des données qui sont proprement internes, alors qu'en fait ils s'alimentent après de jeux de données auxquels eux-mêmes peuvent contribuer. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que globalement, l'IGN est un partenaire important du Geodata Lab. Donc là, on a fait le point avec l'IGN hier. Donc sur l'IA, évidemment, ils ont une équipe aujourd'hui qui est assez outillée autour de ces sujets. Donc voilà, on co-organisera avec eux. Mais là, encore une fois, si si les uns et les autres, vous souhaitez vous associer déjà, on va faire le programme ensemble, mais être co-organisateur, ça serait intéressant aussi de mettre ça en visibilité. Au bout de ce qu'on voulait vous présenter. Donc, est-ce que, donc, par rapport à ce qu'on vous a présenté là, donc il y a la journée. Donc, si on partait sur des groupes de travail, en fait, est-ce que ça fait longtemps qu'on a abandonné au CRIGE cette méthode-là qui consiste à mettre en place des groupes de travail. On en a fait un peu, mais parce qu'on n'avait plus trop le temps et on n'avait pas vraiment de sujets sur lesquels
sauf en mode projet. Donc là, on travaille et on a un certain nombre de projets. Mais de manière plus générale, on avait abandonné un peu l'idée des groupes de travail et ça serait bien qu'on puisse le réactiver. Alors, c'est vrai que c'est sollicitant pour vous, hein. Ça veut dire que si on lance un groupe de travail, bon, bah, ça va être 3-4 réunions dans l'année et que voilà, on va vous demander peut-être d'être présent pour faire avancer le sujet. Mais bon, il y a déjà l'organisation de la journée, qui est pour nous peut-être quelque chose sur lequel auquel certains d'entre vous pourraient être associés. Et après, est-ce que vous seriez partant pour que nous, on vous propose par rapport à tout ce qu'on a remonté, peut-être 2 autres. On ne va pas en faire 50 parce qu'on n'aura pas la capacité à. Après, s'il y a des forces vives et des gens très dynamiques qui souhaitent animer 12 groupes de travail. Nous, ça ne nous dérange pas, mais on est tous très occupés. Voilà. Donc, l'idée par rapport à tout ce qu'on a remonté, c'est de cerner un peu mieux le sujet. C'est de tomber d'accord sur l'objet du Geodata Lab, du centre de ressources sur l'IA, pardon, de ce qu'on y fait, sachant qu'aujourd'hui, donc, on vous annonce qu'on va faire cette journée. Derrière, il y a la notion de mise à disposition de ressources. Donc, comment on le fait? Ça pourrait être peut-être ou un groupe de travail ou des choses qu'on pourrait vous proposer. Comment on organise les ressources, quelles ressources, sous quelle forme, comment vous y accédez, etc. Et ensuite, donc sur quel timing, enfin, calendrier on programme des interventions d'experts. Quels experts vous attendez? Quels sont les sujets sur lesquels vous avez besoin d'une intervention d'experts en priorité? On a repéré, nous, déjà des experts qui forment des gens à l'utilisation de l'IA avec des outils SIG. Donc voilà, on les connaît. On peut aussi les faire intervenir. Et puis après, vous pouvez, chacun dans vos organisations, avoir recours à eux. Enfin voilà, donc c'est un peu globalement la manière dont on voudrait travailler. Aussi, Ouais. par rapport à ce qui s'est dit là, est-ce qu'on peut, comme on disait, c'est de trouver des cas d'usage concrets ou Oui. partir de vos usages, ou justement ce que vous attendez d'un besoin commun et d'aller sur du concret pour défricher une piste, un sujet commun. C'est ça. Donc à la fois ça, faire du concret en fonction de vos besoins, peut être effectivement dans le centre de ressources et à côté faire des interventions d'experts, avoir des ressources pour défricher aussi en parallèle. Donc à la fois du concret, à la fois de. Et peut-être des projets, en fait. Si tout le monde est intéressé pour mettre en œuvre un projet qui utilise de l'IA pour reconnaître un objet qui serait utile à tous, on peut aussi accélérer le montage d'un projet. Et voilà. Il y a quand même COSIA qui avait fait le. Oui, c'est vrai, il y a COSIA, oui, bien sûr. C'est vrai que lorsque vous l'aviez présenté, vous avez bien mis en lumière le fait que ça restait, on va dire, un premier pas, qu'il y avait encore, je pense, des rodages, n'est-ce pas? Oui, de toute façon, oui. COSIA, c'est plus pour. On a des pourcentages de chances que ce soit telle classe ou telle classe. On n'est pas sur l'identification. Après, on choisit de prendre la classe. Oui, mais c'est un premier. Mais il y avait aussi le CGE qui était inventé aussi par de l'intelligence artificielle. Vraiment, en fait, les deux se renvoyaient. Le CGE exploitait les données de COSIA, mais aussi d'autres données. Parce que la présentation, vous l'aviez faite il y a 1 an, c'est ça? Oui, c'était l'Adréal qui avait organisé. Voilà. Donc on pourrait imaginer que entre l'annonce qui a été faite et maintenant le temps qui a maturé, quelles sont les nouvelles pistes, etc. Parce que je pense que une des questions, c'est que là, ça exploite les photos aériennes à 20 cm. Une des questions, c'est est-ce qu'on peut les faire tourner aussi sur du satellite, sur d'autres données, surtout avec le mix techno qu'on met en avant. Donc il y a ces questions-là qui vont arriver, je pense. Voilà, donc, parce que là, on est vraiment sur une expertise qui a atteint un bon niveau de maturité. Et après, il y a, en tout cas pour moi, travaillant au sein du département de Vaucluse, la vraie question, c'est lorsqu'on regarde le nouveau rendu de l'IGN, on voit bien que, en tout cas, moi, c'est ce que j'appelle un peu du bruit, c'est-à-dire qu'il y a des rendus qui sont bien plus généreux en termes de géométrie. Et quand je discute avec des collègues qui sont plus dédiés à l'agriculture, ils disent que normalement, la simplification est bienvenue, c'est-à-dire que une répicile, elle n'a pas besoin d'avoir 100 points pour quelque chose qui, normalement, est défini du point de vue parcellaire. Donc voilà, il y a aussi des interrogations derrière. C'est est-ce que dans l'interprétation aérienne,
on est capable à un moment de dire, bon, il faut trouver les compromis, puisque normalement ce croisement est fait entre le cadastre, la détection, etc. Voilà, ce sont des chemins en fait, hein, parce qu'on est bien sur la donnée géographique. Hein. C'est plus difficile quand même de maintenir une géométrie. On se retrouve. Voilà. Une Clausel qui nous dit les ressources, il me semble, il faudrait des séances de décryptage, il y a tellement de choses. Effectivement, et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas partir d'un besoin commun pour bien partir d'un cas d'usage? Oui, voilà, c'est ça. Il peut y avoir une veille de notre part sur pour des événements déjà, ça c'est sûr. Moi, je peux faire ça dans des newsletters, dans le centre de ressources, mais c'est ça, à partir des besoins, pour en sortir des cas d'usage, aller interviewer, aller interroger des acteurs qui ont déjà fait ça ou qui travaillent sur le sujet pour faire ça. Sinon, effectivement, on va partir. Il y aura trop de choses et il faudra peut-être recueillir toutes les idées de projet. Je pense que c'est effectivement un des premiers travail à faire du groupe de travail, c'est de recueillir vraiment toutes les idées. Et effectivement, je ressens de sacrées différences dans les connaissances de chacun en matière d'IA. Donc, il va falloir réfléchir à l'IA pour les nuls. Là, je ne vais pas pour les nuls, au moins comprendre le vocabulaire, les technologies, etc. Oui, c'était une demande. Tout le monde sur une base de connaissances communes. C'était une demande qui avait été faite au CTC aussi de vraiment la base sur l'IA. Après, c'est lié avec Geodata. Donc, l'IA, effectivement, il y a plein de choses qui se font. Il y a des experts IA. Donc, il faut voir, nous, ce qu'on peut apporter comme plus-value sur vraiment la base de l'IA. Mais c'est pas comme plus Geodata que l'IA. Donc, faut voir comment organiser ça parce qu'on peut pas forcément passer du temps à décrypter l'IA. C'est pas notre sujet. Nous, c'est la Geodata. Donc, à partir de où on met le curseur sur notre travail à nous sur le sujet, quoi. Ouais, et je voulais dire aussi par rapport au retour d'expérience et à des choses qui fonctionneraient, qui seraient assez abouties. Moi, je vais aussi profiter de mon expérience nationale et de ce que je peux voir un peu aussi, parce que ça sert à ça. Hein. Nous, on est vraiment dans les instances nationales pour aller chercher des choses pour vous. Et c'est bon. Nous, on n'a pas le temps d'y être. Hein. Certains d'entre vous ont un peu du temps à y passer, mais pas tout le monde. Et donc, l'idée, c'est d'aller un peu regarder ce qui se fait dans d'autres territoires. Hein. Donc, à mon avis, et sur des types d'acteurs qui sont proches de vous, hein, par des collectivités. Voilà. Donc, vous avez vos propres réseaux, mais je pense qu'on peut essayer de vous apporter ça. Dans les projets, c'est aller voir aussi s'il n'y a pas des acteurs sur le territoire qui ont déjà développé des choses assez abouties et qu'on pourrait, nous, poursuivre et faire aboutir pour rendre des services encore plus opérationnels. Après, il y a à la fois la veille technique, mais vu que vous êtes dans les réseaux nationaux, il y a aussi la veille finalement sur les appels à projets. C'est vrai que là, moi, je bute là-dessus, c'est-à-dire que je n'ai pas nécessairement le temps. Et donc là, il y a des appels à projets que j'ai identifiés, des appels à projets City. Il y a, là, on nous parle effectivement de centaines de milliards, il y a peut-être pas des appels à projets européens. Et c'est vrai que peut-être profiter aussi de ce large cercle, voilà, pour peut-être monter des projets, et parce qu'après, voilà, on peut effectivement participer à 3-4 réunions, faire des présentations de ce qu'on a pu faire, mais si on veut avancer voilà, sur un projet concret, et pas un POC, on peut avoir un peu de POC, hein, mais je pense qu'on a des choses à faire tous. Là, c'est vrai qu'avoir un coup de main de votre part, ça peut être intéressant, surtout si vous êtes bien lié aux projets nationaux, quoi. En fait, c'est quand même important. On les a en visibilité, on essaie de les avoir en visibilité. C'est vrai qu'il faut être crédible, en fait. Ouais. Hein. Même on le voit bien, en fait, là, c'est intéressant, là, cette intervention là, autour du COSIA, en fait, voilà, qui est un bel outil. Mais aujourd'hui, on le voit bien que, voilà, quand on parle à un élu, on dit oui, il a fait des données qui ont été générées par IA, mais elles sont parfaites ou pas, ces données si c'est pas parfait, je ne prends pas. En fait. Non, mais c'est ça, en gros. Alors, finalement, il y a des métriques. Et le point de départ, par exemple, là, du projet Zebra sur lequel on a travaillé avec l'INSERM, c'est de se dire que, en fait, voilà, même si on mobilise toutes les équipes de toutes les intercos, faire un inventaire de patrimoine de 10 millions de passages piétons en France, c'est juste quelque chose qui n'est pas possible, en fait. Et donc, si on ne passe pas par un filtre, voilà, avec des images aériennes d'hygiène, une prédétection automatique, et qu'après, on fait une vérification en terrain, faut le voir comme une assistance, quoi, et pas
Et donc, je pense qu'il y a tout un travail aussi d'accompagnement. Et c'est vrai que là, c'est intéressant quand on publie des docs techniques. On voit qu'on est transparent parce qu'il y a le boîte noire quand même pour beaucoup de Oui, gens. c'est ça. Puis voilà, on ne publie pas les datasets. Les métriques, hop là, ça passe par tes profits. Et je trouve que voilà, il y a quand même tout ce travail pour revenir à la technique et dire que c'est qu'une étape dans un travail finalement après qui nécessite une vérification terrain, comme on le fait aussi avec OpenStreetMap. Hein. C'est un peu cette nécessité de vérifier pour avoir une complétude. Hein. Donc, en tout cas, c'est vrai que nous, je sais que la chose sur laquelle on bute, là au niveau du CEREMA Méditerranée, c'est la question des moyens financiers là, pour continuer. Parce que là, globalement, une fois qu'on a fait un pipeline computer vision fait sur un objet, voilà, après, c'est pas non plus très compliqué d'en faire un autre, mais il faut avoir faut avoir un peu des ressources humaines pérennes, quoi, en fait. Parce que là, on fonctionne beaucoup avec les étudiants, en fait, on fonctionne beaucoup avec des projets de recherche, avec la temporalité qu'on connaît aujourd'hui à la recherche. Oui. Et donc, il faut arriver à voir. Il y a des fonds. Oui, il y a des fonds parce qu'il y a un programme national. Et donc... serrer les coudes. Ouais, puis je en fait, des projets qui marchent bien, il faut à la fois des entreprises, il faut à la fois un opérateur, il faut des territoires pour expérimenter. Nous, c'est ce qu'on a fait sur Zebra. Il faut un collectif, en fait. Et donc ça, je pense que le CEREMA, pour le coup, peut, comme tiers de confiance, avec son enracinement dans le territoire, peut jouer un rôle fort. Ouais. Bah, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors après, il y a le dernier point qui est le point qui est pas le plus simple à aborder, mais c'est vrai que donc aujourd'hui, on a un nouveau modèle économique et on a des adhérents. Et donc, il va falloir qu'on détermine, c'est toujours ce qu'on essaie de faire dans toutes les actions qu'on conduit, quelles sont les actions qui sont réservées à nos adhérents, qui eux financent le socle des actions. Je disais, dans les personnes qui participent à la réunion aujourd'hui, il y a environ la moitié d'adhérents et l'autre moitié de structures qui adhèrent pas ou qui adhèrent plus. Ou, voilà, parce qu'il y a aussi des gens qui ont adhéré, qui adhèrent plus parce qu'ils retrouvaient peut-être pas dans les services qu'on proposait des choses qui les intéressaient. Donc là, j'en ai en tête. Hein, j'ai vu voilà, qu'il y avait des gens qui participaient, qui à un moment ont adhéré, qui adhèrent plus. Et peut-être que de se lancer dans ces nouveaux chantiers, ça va les amener à adhérer à nouveau. Après, bah, il y a les structures, voilà. Donc, il faudra qu'on se pose cette question, qu'est-ce qu'on réserve à nos adhérents et qu'est-ce qui peut être ouvert. Donc là, je suis assez tranquille autour de la table. Bon, c'est vraiment on discutera, on aura des discussions parallèles, mais là, autour de la table, pour l'instant, tout va bien. Il y a que des adhérents au CRIJ. À distance, il y a essentiellement des gens qui ont adhéré, mais qui n'adhèrent plus forcément, donc peut-être qu'ils vont réadhérer. Et après, je sors les entreprises parce qu'en fait, pour ce qui est des entreprises, on ne souhaite pas forcément qu'elles adhèrent. On souhaite plus qu'elles contribuent d'une manière différente au sein du Geodata Lab. C'est un peu un cas particulier parce qu'on est en train de réfléchir à nos statuts et à leur évolution. Et donc voilà, on a des réflexions sur la manière dont on intègre les entreprises dans notre modèle économique de fonctionnement du CRIJ. Donc, dans tous les cas, on souhaite les intégrer, mais il faut qu'on réfléchisse à la manière de les intégrer. Voilà, donc tout ça, c'est une contrainte qui nous est imposée aujourd'hui, qu'on n'avait pas avant, parce qu'on avait un mode de fonctionnement qui était que toute notre activité était préfinancée. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Et donc, pour terminer, donc on a peut-être la possibilité via ce sujet autour de IA et Geodata, de reprendre des relations un peu plus sereines avec la région, puisque c'est un projet qui intéresse au moins les élus de la région. Donc, on va en discuter avec les services. Pour savoir si la région ne pourrait pas aussi être participant au Geodata Lab, ce qui pourrait être intéressant, parce que je pense qu'il y a quand même aussi de leur côté alors, en tout cas, pour les élus au numérique, les élus qui travaillent sur les questions numériques, il y a un vrai sujet. Et ils ont identifié qu'il n'y avait effectivement pas de cadre aujourd'hui. Il y a des incubateurs sur les territoires. Data et géodata, en tout cas, il n'y a pas beaucoup. Et donc, potentiellement, ça pourrait être aussi une manière de les associer, ce qui serait assez intéressant. Parce que c'est plutôt le cas sur ça, ou uniquement sur des projets ponctuels.
Donc, alors, je ne sais pas, on ne va pas faire un sondage pour savoir si... Enfin, l'objectif de la réunion, vous avez compris, nous, on essaie de faire du concret. C'est un sujet qui est très compliqué, qui est très vaste. Donc, c'est bien de débattre, c'est un espèce de débat, le CRIJ, mais maintenant, nous, on veut rentrer dans du concret pour vous apporter... Enfin, c'est là... pendant 20 ans, on a travaillé sur des sujets, on était à la fois sur du concret et à la fois sur de la réflexion, du brainstorming. Donc là, aujourd'hui, nous, depuis 4 ans, on s'est recentré sur du service, sur du concret. Donc, il faut qu'on apporte un service concret à nos adhérents en priorité et puis à nos partenaires qui sont peut-être de futurs adhérents. Donc, on va partir si à un moment donné, voilà, on ne prend pas la bonne direction, on va recadrer pour vous apporter, voilà, pour apporter des réponses à vos questions. Alors, on n'aura peut-être pas toutes les réponses, c'est pour ça qu'on ne va pas répondre à toutes les questions non plus. Donc, notre volonté, c'est de limiter les questions, de s'entendre sur les questions et sur vos attentes, et après, c'est d'y apporter des réponses, parce que sinon, voilà. Sinon, ça, je ne sais pas qui a dit, c'est pas crédible, mais nous, on ne veut pas ne pas être crédible. Voilà, donc on n'avait pas spécialement prévu d'aller sur ce terrain. Ça nous a été demandé, ben voilà, maintenant on y va. Et l'intérêt, c'est qu'on y aille tous ensemble et de manière concrète, voilà. Donc aujourd'hui, c'était pas la fête d'époque, mais bon, voilà, je pense que bon, on est un peu tous d'accord là-dessus. Bon, néanmoins, c'est pas mal, hein, mais l'époque, il faut aller plus loin, quoi, voilà. Et l'idée, pour les uns et les autres, il n'y a plus trop, enfin là, les crédits se réduisent partout. Donc, c'est le collectif et le retour sur investissement. Si on investit voilà, un peu de temps, pas forcément de l'argent, mais de l'argent et du temps, bah, derrière, il faut qu'il y ait un petit retour sur investissement et que tout le monde, voilà, que ça réponde vraiment aux questions. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont s'éloigner du groupe de travail, d'autres qui vont venir, mais l'idée, c'est d'avancer, quoi. Voilà. Yann qui précise au printemps 2022, OpenIG a organisé sa journée professionnelle sur l'IA. C'est vrai. Beaucoup de choses ont évolué, mais il y avait une séquence qui ressemblait aux fondamentaux historiques de l'IA, donc elle transmettra le replay si on est intéressé. Oui. Donc, je pense que oui, on pourra. Ah, bien sûr, Anne, merci. Merci. Ouais. Est-ce qu'à distance, il y avait des petites réactions complémentaires à cette conclusion? Non, pas forcément. Donc, la suite, c'est que je reprendrai contact, voilà, je renverrai sur à vos adresses mail d'inscription pour faire un prochain groupe de travail, donc pour aller dans le concret. On va déjà vous proposer une synthèse, voilà, un cadre un peu plus lisible en tout cas, et puis derrière, on va essayer d'avancer. Donc du coup, ce sera peut-être un peu plus réservé aux adhérents, du coup, pour répondre concrètement, donc en partenariat, voilà, en fonction des partenaires, forcément. Ouais. Il y avait QGIS qui avait été évoqué, et pendant que tu intervenais, je me suis souvenu qu'il y avait une extension. Oui. D'accord, oui, j'ai entendu ça. Voilà, ouais. Ça peut être intéressant pour aussi être dans la version un petit peu appropriation des environnements de circonstances. Et puisqu'on avait évoqué aussi OSM, il y a aujourd'hui cette interface qui est l'interface de requête des données qui s'appelle Overpass. Et en fait, il y a des développements qui s'appellent Overpass Turbo Ultra et qui est justement développé en langage naturel. Et en fait, ça me permet de faire la passerelle. Et je pose la question à mon voisin sur la façon dont on réussit à naviguer dans ce foisonnement de données. Et s'il y a des environnements qui sont bien pensés, bon, entre DataSud, où on a de la donnée, mais on ne sait pas très bien quelle est la plus récente, etc. On expérimente au sein du département le géocatalogue. Ce n'est pas non plus toujours très intuitif. Voilà, quels sont ces environnements qui permettent à un moment de se dire, bon, en gros, moi, pas savoir, toi, pouvoir me proposer quelle est la bonne donnée, tout. Voilà, et de fait. Alors là c'est un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, alors bon, on se questionne un peu sur l'intérêt des hubs de data régionaux finalement, parce que les ministères maintenant sont très structurés avec transport.gouv, écologie.gouv, et c'est vrai qu'aujourd'hui,
voilà, la donnée, enfin, il y a maintenant beaucoup d'évolutions au niveau national avec voilà, des portails qui sont assez structurés. Il y a la géoplateforme qui va quand même proposer des services un peu plus élaborés. Effectivement, je pense que ce parcours-là et cette lisibilité-là, elle va être importante dans ce groupe de travail pour aller capter les jeux de données qui vont être importants dans les problématiques qu'on va essayer d'aborder ou des solutions qu'on va essayer d'apporter. Donc, ouais, tu as raison. Et donc, ça, c'est un sujet sur lequel on fera peut-être. On avait évoqué, donc nos collègues d'OpenIG, ils ont une formule qui est très intéressante, qui est la journée professionnelle, au cours de laquelle ils abordent un sujet un peu, voilà, un peu innovant et un peu à la fois d'actualité et sur des bases assez larges. Et en fait, nous, on avait prévu, mais je ne pense pas qu'on arrivera à le faire cette année parce qu'on a un plan, enfin, on a un plan d'événements qui est assez lourd. Mais si on arrivait à caler ça au deuxième semestre, ou peut-être dans le cadre du comité technique. Alors, le comité technique, ce n'était pas très attractif, donc on a appelé ça les rencontres du réseau des géomaticiens de PACA, comme ça sera plus large. Et l'idée, c'était peut-être de se questionner sur les plateformes, en fait. Parce qu'aujourd'hui, des plateformes qui fleurissent tous les jours à l'échelon départemental, local, régional, donc beaucoup de plateformes nationales, la géoplateforme qui a pour vocation d'enquête. Et donc la question, c'est finalement ce foisonnement, est-ce qu'il est productif, est-ce qu'il est contre-productif, où aller, quel est le parcours utilisateur et donc je pense qu'il y a un vrai sujet, mais qui était plus là un sujet un peu général sur lequel on avait envie de lancer un débat. Et c'est vrai que ça questionne quand même, enfin moi je trouve. Alors nous on a transféré DataSud à la région, donc ça fait 4 ans qu'on n'a plus que c'est la région qui pilote ce projet. Par contre on avait gardé nous un petit hub de données pour faire la transition en fait. Et la question qu'on se pose c'est en fait on n'a plus d'activité sur ce hub. Les gens qui ne viennent plus sur ce hub de données ne vont pas forcément sur DataSud non plus. Et en fait, on se pose la question de savoir si finalement cette animation autour de la mise en place d'un hub régional de données, si c'est pas finalement de l'animation, enfin, c'est beaucoup de temps. Bon, on passe plus nous, hein, que la région passe aujourd'hui. Et est-ce que finalement, en termes de résultats, on n'a pas maintenant intérêt à aller plutôt sur la géoplateforme peut-être, et puis maintenant aussi dans des entrepôts de données climatiques qui sont très très bien outillés, encore une fois, hein, Transport.nous, enfin, toutes les plateformes développées par l'État dans lesquelles on va trouver des données qualifiées, bien décrites. Parce qu'il y a quand même un vrai écueil, c'est le fait qu'on sait qu'il y a de la donnée, et quand on va sur l'URL, en gros, ça vient d'être fermé. Et après, on ne sait plus où aller. Et donc là, on n'est pas très inspiro-compatible du coup quand on fait ça, parce que normalement, la donnée, elle est chez le producteur, et puis on va la chercher avec des services géographiques. Et donc ça, c'est pas encore, voilà, je ne sais pas si un jour ça fonctionnera. Donc est-ce qu'il faut... voilà, donc bon, c'est un autre sujet, mais je pense que c'est un sujet aussi enfin, les sujets sont à peu près tous liés. Hein. C'est pas directement le sujet d'aujourd'hui, mais bon, c'est une interrogation qu'on avait aussi. L'IA étant tellement complexe, dès qu'on parle de données, on va se retrouver à la croisée des chemins. Et ça, voilà. Anne, tu veux peut-être intervenir? Non, ok, tu avais la caméra, c'est pour être avec nous, très bien. Merci. C'est ça, c'est ce que dit Aline. Ouais. D'accord. À une époque, on cherchait les données, maintenant, comme pour l'IA, on est perdu dans le foisonnement. Oui, moi, au-delà du langage naturel, c'est vrai qu'actuellement, je me dis qu'il faut qu'on ait une réflexion qui ne reproduise pas toutes les autres réflexions IA dans tous les domaines d'activité, mais qui arrive à vraiment réfléchir à ce que la plus-value qu'on peut arriver à trouver, des choses un peu particulières
C'est pas la peine qu'on reparte dans les grands chantiers, à savoir comment on rédige un texte dans l'IA. Je fais en version simple, hein. Mais par contre, qu'on trouve peut-être les 2-3 sujets qui réellement peuvent être spécifiques à l'information géographique, spécifiques aussi à nos évolutions de contexte, puisque ça a énormément évolué. Voilà. Et donc maintenant, comment on peut arriver à trier, à organiser des traitements, peut-être, mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'idée, mais ce serait dommage qu'on reproduise finalement des discussions qu'il y a sur l'IA qu'on voit partout. Mais il faudra arriver à trouver le petit truc un peu qui nous apporterait une plus-value. Voilà. Oui, c'est noté, Annie. C'est noté. Il y a d'autres mots pour conclure? On peut s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation. J'espère que ça vous a plu. Et on reviendra vers vous rapidement. Bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Donc, vous êtes au Géodata Lab, hein, voilà. C'est bon, on a voulu marquer le coup parce que bon, le Géodata Lab, c'était un concept. On a loué une pièce à côté du CRIJ. Tester le. Ouais.